Bienvenue au Cannes Football Club, la famille. Très content de vous retrouver, Sid tout sourire, avec une belle bande de copains avec qui on va débriefer la semaine de l'Impact de Montréal. Salut Sofiane, comment tu vas? Ça va, Sid, salut tout le monde, comment vous allez bien? Alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous ne savez pas, mais Sofiane a inventé un nouveau concept, je pense que ce sera tendance pour l'automne, c'est la double casquette. Non. Ah. What about now? C'est la double casquette sponsorisée pour cette émission. Bravo, Sof. Merci Tropotine et merci La Forge du Malte. Excellent. Nilton, comment ça va? Ça va. En fin de semaine, j'écoutais Cobra Kai, saison 2. La série qui est sur Netflix en ce moment? Ouais. Puis, à un moment donné, Johnny Lawrence s'en va voir un de ses anciens amis, là, un de ses bums là, qui terrorisait le quartier des années 80. Puis là, il est en phase terminale, il est dans son lit, il est fini, il est plugué partout. Attends une minute, laisse-moi terminer. Non, attends une minute. Méchant spoiler. Non. Anyway, le gars, il n'est pas important dans l'histoire. Ce qui est important, c'est que Johnny Lawrence arrive, il le voit, magané, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes soccer? C'est vraiment pire que je pensais. » Je disais « Oh, wow! » J'ai fait « Oh my God! » Cette phrase-là, elle est magnifique. Elle est pas mal, en effet. Écoute soccer? Watching soccer? Wow! Le dernier, mais pas le moindre, notre ami Reg. Comment ça va, monsieur Reginald? Ça va bien. C'est un goodly afternoon, soirée, parce que j'ai eu un bon dimanche. Hein? Ça faisait un petit moment. J'ai eu un bon dimanche. Donc, les règles sont que lorsqu'Arsenal perd, on n'en parle pas en introduction. Mais lorsqu'Arsenal gagne pour la première fois en 26 matchs contre l'équipe de top 6, c'est ça. Il faut en parler. Jean, mais bien sûr, comme un beau match que j'ai pu voir aussi hier, c'était dimanche aussi. C'était dimanche, 11h30. Moi, je l'ai raté. Je pensais qu'il commençait à 1h30. Tu t'es pas dommage. D'hiver. Donc, je pense qu'on devrait d'ailleurs en parler de ce match-là. La Juve bat une équipe d'un club d'une ville balnéaire, on s'en fout. Hein, pour dire la Spezia, je suis allé, c'est très beau. Touristique, c'est bien que le foot existe, mais c'est une belle ville à visiter. C'est à la porte des Cinque Terre, si vous voulez aller là-bas. Personne ne voyage. Ah oui, les gars, un petit sondage, Halloween, tout le monde. Évidemment, on parle depuis quelques années. On va faire le sondage ici, impromptu. Il se dit qu'est-ce qu'il fait ce fan encore là, mais ne vous inquiétez pas. Vous devez choisir un chocolat à garder dans votre sac d'Halloween pour toujours. Mais je veux un brand name là. Lequel vous gardez, lequel vous jetez pour toujours? Je vote pour pas répondre à cette question. Ouais, moi non plus. Tu sais quand tu vois des tendances sur Twitter, comme chez les Américains, 2 semaines avant, puis après, tranquillement, pas vite, après, généralement, c'est les Français qui suivent. Et après, comme il y a quelques Québécois qui disent « Ah, je vais le faire aussi. » Ça fait la 5e fois qu'on a... Non, mais ça va. Comme, à un moment donné, un peu d'originalité, mesdames et messieurs. Ok. Ben oui, non. Foot, juste pour un peu titiller l'impact. Boyan, il signe DP ou pas 2021? Non. Oui. Nilton. Non. Non. Sid. Le bonjour à Julien qui n'est pas là aujourd'hui et la raison pour laquelle j'anime un petit peu l'émission. Et comme vous voyez, sans Julien, notre maestro, c'est rapidement le bordel dans le show. On va remercier la Forge du Malte, comme l'a fait Sof, notre microbrasserie préférée qui vraiment nous supporte depuis le début. Et puis si vous avez aussi vous une entreprise que vous souhaitez comme vous embarquer avec nous dans l'aventure, on fait votre promotion, on fait du bruit sur les médias sociaux pour vous. On peut faire plein de choses très intéressantes. Donc embarquez comme la Forge du Malte. Merci beaucoup à l'équipe de la Forge du Malte. On remercie Tropotine aussi pour les petits rabais parfois et les cadeaux donnés à nos Patreons qui sont de plus en plus nombreux et qui nous permettent vraiment de prendre beaucoup de plaisir à préparer l'émission, à la promouvoir et amener ça tranquillement pas vite à un autre niveau. On a hâte, on a hâte à jouer, on a hâte à la saison 2021 et c'est peut-être pas le cas de tous les joueurs de l'Impact de Montréal, mais ce sera pour une autre discussion. Donc, monsieur, on va commencer par le match du début de semaine. Finalement, c'était Nashville. Est-ce que c'était déjà un match, un must-win? Est-ce que oui ou non? Un match à 15 points. 15 points. Minimum. Donc, pour ce match-là, on avait quelques Sapoute d'or, Trou de Poutine et Gilard d'Infoin. Donc, on remercie Dave, Matt, Mathieu, José. On a beaucoup de monde qui participe à cet exercice d'un petit défouloir. On a donc Diop qui a été Sapoute d'or pour son retour au jeu. Surpris, messieurs, de son retour devant Pantémis?
Non, moi je pense pas. Non, il a depuis le départ de Bush, on savait que c'était le numéro 1. Pantémis a fait son travail en l'absence de Diop, qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles, mais on sait que c'est lui le numéro 1. Il revient, donc très logiquement, il reprend sa place. Et puis tant mieux pour Pantémis qui a fait des matchs quand même assez coup près, des matchs importants. Puis c'est une bonne expérience pour lui pour la suite. Bah ouais, si t'as besoin d'un déclic et ton équipe perd, tant qu'à mettre, tu mets Diop qui va faire des arrêts incroyables, puis il l'a fait. Malheureusement, ça a mal fini là pour l'Impact, mais on a. Avoue, Sofiane, que dès le premier ballon boxé, on a fait ah oui, c'est vrai, il fait ça lui. Il fait ça. On avait oublié. Non, encore mieux. Je n'avais pas vraiment regardé la composition de match. Et au premier ballon boxé, j'ai vraiment dit, attends, mais ah oui, c'est déjà au but. Mais véritablement, dans la gestuelle, c'est parce que je pense que ça arrivait assez tôt dans le match. C'est vraiment là, je me dis, ah oui, c'est vrai que Diop est de retour. Donc, on poursuit un petit peu. On a Waterman qui, je pense, pour reprendre la théorie de Sofiane sur les biais de perception, qui, grâce à son arrêt sur la ligne, a été vraiment sapoteau d'or de beaucoup de personnes, dont José et Matt, qui le mettent sapoteau d'or. Mérité ou pas pour notre ami canadien? Il est canadien, Waterman, hein? Yes! Ouais, mais ça avait été un match assez compliqué offensivement. Il n'y avait pas eu grand-chose. La plus belle action, c'était le ballon envoyé à Kyoto hors-jeu. Moi, c'était suffisant pour mon match. J'en avais eu assez. Mais ouais, c'était un match qui avait été assez pénible pour l'Impact contre Nashville. Encore un angle très compliqué. Autant on a trop d'angles du côté de la Première Ligue ou la Liga, la Ligue 1, etc. Autant en MLS, parfois, c'est vraiment compliqué de savoir. Imaginez si on a la précision des hors-jeux en Premier League, en MLS ou ailleurs. Imaginez comment ça serait le bordel. Ou genre c'est l'orteil droit qui ressort, puis imagine. Déjà non, je sais pas. Tu veux dire il y aurait moins de buts? Non. Mais juste c'est quoi le rapport? Possible. Non, mais Red, je suis en train de dire, il faut finir les actions. Hein. Il faut que tu les marques. Hein. C'est pas juste les courses, c'est vrai. Mais c'est pour dire, imaginez-moi, à chaque fois que je vois un match de Premier League, je vois la pression du hors-jeu, je me dis, ça, c'était pas ma version du VAR pour les. Mais la MLS, elle a cette version-là. C'est juste qu'elle la montre pas à la télé. C'est la seule différence. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, on peut rappeler d'ailleurs que on peut rappeler que la MLS avait été une des ligues précurseurs, je pense. Cobaye, ouais. Précurseur, franchement. Donc, oui, effectivement. En tout cas, je ne sais pas, c'est un petit commentaire éditorial sur la qualité parfois des ralentis. Mais si vous voyez les débats en Europe par rapport à ça, là, si on le montre ici, puis on dit que la décision était faite pour un orteil gauche, je vous garantis, oui, c'est la MLS, c'est les médias MLS, mais on aurait beaucoup plus de matière à se rentrer dedans par rapport au VAR. Parce qu'en Angleterre, quand je le vois, c'est catastrophique. Comment ils trouvent ça aberrant de juger juste sur un demi-orteil ou 1 millimètre. Moi, je trouve ça un peu abusé. Voilà. C'est le modèle qui veut ça. C'est un débat qu'on n'a pas fait il y a 2 semaines sur le derby du Merseyside. Mais bon, écoute, à un moment donné, on est hors jeu, on n'est pas hors jeu. Même si dans le vocabulaire, on aime bien dire de peu hors jeu, légèrement. Voilà. On poursuit les évaluations. Donc trop de Poutine pour Thierry Henry, nous dit Matt EV. Thierry Henry, quand à chaque match tu te fais marquer grâce à une erreur directe de ton équipe, ça veut dire que ton équipe n'est pas prête et la préparation vient du coach et du staff. On a un trop de Poutine pour Aitala, honteux comme capitaine, un autre trop de Poutine pour Aitala, drabe et sans saveur, et ainsi qu'un trop de Poutine pour Maciel qui était de retour au jeu après une blessure. Le jeune Argentin peut mieux faire du côté de Mathieu Machibouzou, que je salue d'ailleurs, qui avait noté une faute dans mon tweet sur Patreon. Donc merci beaucoup Mathieu, toujours très vif et actif sur nos réseaux sociaux. Donc le match contre Nashville, peut-être que juste c'est pas le but qu'on va analyser puisque vous avez élu le but de Daryl Dike. Je sais pas si on l'a quelque part le but encaissé sur une séquence un peu bizarre de l'Impact de Montréal je peux l'avoir. Qui commence par un coup franc rapidement négocié, un coup franc concédé par notre capitaine Jukka Raitala. Qui ensuite le joueur n'a pas été gêné par Victor Wanyama qui faisait son jogging. Est-ce que tu as mis le trademark sur le mot jogging? Parce que je vois partout maintenant sur Twitter. Depuis que tu l'as dit, tout le monde dit jogging. Donc tu devrais peut-être mettre un petit droit d'auteur sur ça. Merci Reg qui va nous montrer la séquence en vidéo pour ceux qui... Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le son? Non? Ouais, le son n'est pas là. Peut-être pas assez fort. Ouais, il faut juste un peu plus fort. C'est correct les gars.
Mention honorable aux réalisateurs. Franchement, la MLS, là, allez suivre un cours là, de réalisation de match. Là. Pourquoi ça, c'est nécessaire? Pourquoi le gars qui dit on va voir, mets la shot ou right à l'ocri? On s'en fout! C'est incroyable! Je comprends pas. C'est un petit problème de réalisation, en effet. Là. Aucune valeur ajoutée à personne. Ouais, vraiment. C'est des reprises avant les corners, là, puis mais pour la défense, c'est quand même quelque chose qui arrive très souvent en EPL. Et justement, j'avais lu un reportage où le gars qui fait, si tu veux, le directeur de prod des matchs d'EPL, donc souvent, il y a des choix de séquences. Il part d'une stat et il monte un gars vraiment par rapport alors que le jeu est en train de jouer. Et en fait, le réalisateur décide que c'est pas très intéressant comme action. Donc souvent le jeu, parce que forcément on n'est pas comme dans les sports comme NBA, MLB, NFL ou NHL où il y a beaucoup de pauses. Ouais. Mais en EPL, un peu à la méthode américaine, il montre des séquences qui n'ont pas rapport avec l'action alors que le jeu est en train de jouer. Donc c'est pas du tout MLS. Mais le réalisateur doit se sentir. Oui, non, mais il doit connaître. C'est sûr, c'est à une touche, par exemple, ou un truc vers le gardien. Là, il monte une stat ou il monte quelque chose, par exemple. Mais on s'entend, Red, si tu vois ce match-là, jamais tu décides de mettre. Non, pas à ce moment-là, c'est clair. C'est clair, là. Tu le vois, le gars est en train de se dépêcher, il crie justement à la défensive, ça s'en vient. Tu dis, let's go, zoom sur sa face. Le réalisateur est peut-être un défenseur de l'Impact de Montréal. Lui, il pensait pas que c'était une action qui était plus dangereuse et lui, il était tranquille. Il était tranquille en train de faire sa ligne ou je ne sais quoi. Et puis voilà, ça a été joué vite et rapidement pour le coup. Donc, j'avais peut-être rapidement sur le match de Nashville, on en parle un petit peu. On a une équipe qui semble avoir vraiment exécuté à perfection son plan de match, essayer de marquer plutôt rapidement et ensuite défendre, ce qu'ils font vraiment bien. Thierry Henry parlait d'un espèce de 4-4-2 à l'anglaise, à l'ancienne, et on l'a vu à plusieurs reprises durant le match, une équipe qui est quand même très compacte. Des gros gabarits aussi. Gros gabarits, comme notamment Zimmerman, dont on a quand même beaucoup parlé. Quelle était votre lecture de ce match-là de l'Impact de Montréal, messieurs? Nashville s'est juste imposé physiquement, j'ai l'impression. Dans les duels, ils étaient beaucoup plus présents, même si l'Impact était beaucoup moins soft, entre guillemets, là, par rapport à leur one-on-one, à leur 1 contre 1. Mais en attendant, ils ont juste pris le dessus, puis ils ont pas arrêté de tirer tout le temps. Tout le temps. Ils ont triplé le nombre de tirs de l'Impact quasiment. Je pense 6 tirs d'Impact, 16 ou 18 pour Nashville, approximativement. Ouais. Excuse-moi, comme j'ai gelé. Ok. Vas-y. Donc, c'est ça. Donc, je trouve qu'ils étaient... il y a le contraste parce que c'est une équipe d'expansion. Donc, moi, j'avais oublié qu'il était une équipe d'expansion à cause de la pandémie. Je pensais que c'était là depuis quelques années et j'ai oublié tout ce qui se passe. Donc, j'étais impressionné par comment ils sont imposés physiquement dans le duel. Mais l'Impact a quand même repris là. Et il a quand même repris. Mais pour une équipe qui se prend trop de buts, ils étaient quand même. Ils avaient beaucoup de centres et beaucoup de tirs. Donc, je dis, OK, Nashville, ils sont sérieux. Et l'Impact, c'est juste trop reculé sans vraiment avoir de chance de marquer dès le début. Et c'est un truc qui manque à l'Impact, en général. Très peu offensivement, mais voilà. Puis je pense que, comme on dit, chat échaudé a peur de l'eau froide. Alors, je pense que l'Impact est toujours dans cette espèce de stress parce que comme a dit Sid dans un tweet, je pense que c'était après Orlando, c'est pas un hasard. J'ai l'impression que les buts, ils sont toujours pareils. Donc, il y a un truc qui cloche, là. Là, il y a un de nos internautes qui a mis la faute à Thierry Henry, comme quoi il y a un manque de préparation. Mais en un moment, de faire les mêmes erreurs à match après match, c'est un peu bizarre. En première mi-temps, je pense, la première occasion, elle vient de Bojan, une frappe vraiment lointaine qu'il a vraiment forcé à prendre tard en première mi-temps, vraiment de limite dans les arrêts de jeu. T'as Piet qui a cette occasion en début de deuxième, mais à part ça, tu sens que l'équipe elle se dit on va reculer parce qu'on a déjà pris 1-0 puis on veut peut-être pas prendre plus et dans l'espoir de peut-être qu'il y a un contre ou un truc bizarre qui va arriver pour qu'on puisse égaliser. Mais c'est trop what if en fait. C'est une approche de what if. Mais ils sont fait dominer quand même. Ils sont quand même fait dominer. Là. Je vous présente la feuille d'après-match de l'Impact de Montréal. On le voit. 2 tirs cadrés seulement en 90 minutes. C'est quand même très très peu. C'est quand même compliqué de faire des différences avec ça, dont la fameuse action dont Nilton parlait
entre Bojan et Kyoto. Et après, voilà, on a 27 centres à 15, 16 tirs à 6. Et après, je sais pas au niveau des duels parce que j'ai pas les stats avancées, mais on n'a pas vraiment eu l'impression que l'Impact avait la capacité de se rebeller pour aller chercher un point ou plus. Qu'est-ce que tu en penses, Neil? Mais est-ce que l'Impact est vraiment capable de se produire d'autres situations de tir avec l'effectif qu'ils ont en place? Je veux dire, quand le tiers de tes tirs, c'est-à-dire 2, provient de Samuel Piette, il y a un problème. Ce gars-là se retrouve dans des situations de but, puis on vient de réduire nos pourcentages de la mettre dedans parce que c'est lui qui est là. Les centres, on n'en fait pas, mais oui, mais on peut en faire 50 centres, mais c'est toujours un seul joueur. Ça ne sert à rien. Si on l'a vu encore plus, là, le match d'hier, il n'y a personne au deuxième poteau. Je veux dire, quand les latéraux, il y en a un qui monte, mais l'autre, de l'autre côté, doit proposer quelque chose. Là. Et moi, ce qui m'a fait capoter dans ce match-là, c'est oui, comme tu as dit, c'est une équipe d'expansion. Mais ils ont beaucoup plus de profondeur que nous. Je veux dire, ils ont des blessés à l'attaque. Là. Ils avaient Yanni Mouktar qui n'était pas là, qui est leur numéro 10. Ça n'a pas paru. David Nekam n'est pas là. Il y a c'est qui l'autre attaquant qui n'était pas là non plus? Je ne me souviens plus. Mais bref, cette équipe-là, tu les regardes, c'est pas des gros noms, là. Mais c'est des gars qui ont été déjà présents un peu partout en MLS. Ils font un travail propre. Il y a une intention claire dans leur jeu. Nous autres, c'est pas... on cherche encore. Une question pour toi, Sofiane. Est-ce que tu as été surpris du contraste entre la performance contre l'Inter Miami, parce qu'on se reprojette il y a une grosse semaine et demie, donc entre le match contre l'Inter Miami et ensuite ce match contre Nashville. Est-ce que pour toi, tu attribues ça vraiment à la semaine off que l'équipe a pris, ou bien il y a d'autres facteurs qui rentrent en considération pour toi? J'ai l'impression que l'Inter Miami est un mauvais club, tout court, et Nashville est un meilleur club. Je pense que l'Impact est assez constant dans sa médiocrité, entre guillemets. Là. Je pense pas que c'est si mauvais qu'on veuille qu'ils soient, mais ils sont pas aussi bons qu'ils voudraient être. Mais Inter Miami, c'est un bordel total. Là. En termes d'organisation, l'Impact avait l'air d'une équipe de haut niveau par rapport à eux quand on a vu le match Inter Miami et Montréal. Alors que Nashville est beaucoup plus organisé. Quand ta pièce maîtresse, c'est Dak McCarthy, c'est que tu fais les bonnes choses. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu as toujours aimé ce joueur-là depuis les Red Bulls. Tu as toujours été fan. C'est un bon joueur. Lui, c'est vraiment comme tu dessinais pour Wanyama. C'est ce que Wanyama voudrait qu'il fasse, mais il peut pas faire. Dak McCarthy, c'est une sorte de Regista Pirlo. Là. C'est lui le profil que l'Impact a besoin, que Tadder aurait pu être, mais il peut pas le faire, que Piet pourra jamais faire, et que Wanyama, je pense pas, est capable de faire. Donc, mais Nashville s'est construit de façon intelligente. Ils ont pris des joueurs que j'ai tout le temps aimé. Le gars que tu cherchais, Nathan, c'était Dominic Badji. Oui, exact. C'est des joueurs que j'adore beaucoup. Ils prennent des anciens rejets, d'ailleurs, des jeunes rejets, des vieux rejets. Joe Willis, le gardien, c'est un gars de Houston. Donc, ils construisent bien. Inter Miami, je sais pas ce qu'ils font. Inter Miami, déjà, c'est ça. Je pense qu'ils ont une approche, vu le côté un peu bling-bling, mais on l'a vu par beaucoup d'exemples auparavant que c'est pas toujours un gage de réussite. Tu vois, je veux dire, je sais pas dans les DP qui viennent, dans quel esprit ils viennent. Mais le contraste entre les deux clubs, on voit pourquoi l'Impact a souffert contre Nashville et a bien joué contre l'autre. Parce que déjà, l'Impact, c'est une équipe, qu'on le veut ou pas, elle est assez organisée, là. Même s'ils font des erreurs individuelles, il y a un minimum d'organisation dans leur structure défensive et offensive. On le voit. Ils ont des intentions, je le vois ce qu'ils veulent faire. Mais par l'Impact, tu trouves? Oui, l'Impact, je trouve, malgré les résultats. Elle est facile, tu dis bien organisée. J'ai l'impression que moi, l'Impact, au contraire, genre en 2 passes, tu sens que tout le plan de jeu, il prend l'eau. Genre, ils sont pas bons, mais je comprends l'idée qu'ils veulent faire, juste qu'ils sont pas assez bons. C'est ça le problème, ils sont pas assez bons. Il y a deux, trois joueurs dans cette équipe-là qui fait en sorte que le plan de Thierry Henry plante à chaque fois. Ouais. Des fois, tu vois exactement ce qui est une passe, une deuxième passe, et là, tout d'un coup, le joueur lève la tête. Ah merde, l'autre, il n'a pas compris. C'est combien de fois c'est arrivé entre Bojan et Corrales dimanche, là? Plein de fois où il le regardait, finalement, il faisait la passe. Non, mais il se disait, je vais quand même faire. Bojan, il était rendu à l'étape où, c'est un coach avec des jeunes. Il fait quand même la passe dans l'espace, même si le joueur n'est pas là pour dire, voici où tu devrais être, mon Jorge. Mais non, Jorge, il n'était toujours pas là. Non, on va faire...
Crédit à notre ami David Richard pour cette belle illustration de la discussion entre Benzema et Fernand Mendy au sujet de Vinicius. Donc, je dis pas que l'impact c'est top, là. Je dis juste que je vois ce qu'ils essaient de faire, juste qu'ils sont pas capables de le faire. C'est tout ce que je dis. Parce que... on va aller directement sur le match d'hier. On a la chance d'avoir un match le dimanche. Pour nous qui enregistrons le lundi, c'est le fun. Le match entre l'Impact et Orlando. Orlando sans Müller, Orlando sans Nani, mais Orlando qui a quand même fait la différence sur une action qu'on va analyser, puisque c'est le but que vous avez choisi qu'on analyse. Et pour faire du pouce à ce que disait Nilton tantôt, 40 centres pour l'Impact de Montréal. On a dit qu'il fallait centrer. Ouais, c'est ça. Donc 40 centres pour l'Impact de Montréal. Malheureusement, je pense pas qu'il y a beaucoup de centres qui se sont rendus. Mais c'est un truc de dingue, mais tu te rends compte. Genre, même à l'entraînement, je sais pas, 40 centres. Donc voilà, une défaite 1-0 hier qui ne plombe pas forcément les espoirs de l'Impact de Montréal pour faire les séries, puisque Chicago et Miami ont trouvé la bonne idée de perdre eux aussi, et je pense que DC United a perdu, ainsi que Miami, et la veille c'était Chicago qui lui a pris un point contre Nashville. Ouais. Donc voilà. Donc merci de Zone de nous montrer plein de matchs comme ça facilement. C'était assez le fun. Donc on y va sur l'analyse du but, messieurs. J'ai pas les trop de Poutine d'hier, mais je vais quand même le temps que Reg ou Sof nous mettent le but. Je vais quand même remercier. Je veux quand même remercier beaucoup de gens qui ont participé, Lucie Côté, Adi Raphaël, on a bien sûr Marc-André Lorimier, Normand Ouette, que je salue, Amine, Alec qui a aussi participé. Donc voilà, mais on a quand même du beau monde, c'est vraiment très apprécié. Continuez. Testid, quand tu parles de Machibozouk, là, Mathieu, là. Est-ce qu'on peut lui donner une sorte de médaille à ce gars-là sur comment il anime l'UMFC avec Amine Sabri, tous ces gars-là? Tu sais, quand t'as des piliers, là, des fondations de ton club. Je suis tout à fait d'accord. Moi, genre, t'as Machibozouk. Ma médaille viendra sous la forme sûrement d'un billet que je vais rédiger sur vraiment les comptes à suivre, mais qui sont pas les comptes médias. Ou les gens apparentés médias, ce qui effectivement Mathieu fait partie de ces il y en a d'autres, je vais pas spoiler mon article, mais il y en a d'autres qui sont vraiment généreux. Il est tellement généreux avec son temps. Je suis très d'accord. Donc on est bien, on est en place. On est en place, messieurs, on est positionné. Juste avant cette action-là, l'action que je parlais de Boyan, là, qui fait la passe en profondeur pour Corolins et il monte pas. C'est exactement à ce moment-là. Il rate juste avant. Mais attends, tu sais qu'il y a 6 secondes de jouer, là. Non, excuse, mais avant le but. Est-ce que j'allais dire à quel moment dans les vestiaires? Corrales. Moi, je vois de l'action dont tu parles et je pense que Corrales n'avait pas tort de ne pas y aller. Je vois de quoi tu parles. Ouh, venant du latéral international. Venant du gars qui porte 2 casquettes. En plus. Non, mais de toute façon, non, vraiment, genre, Sofiane, il se fout de notre gueule. Non, mais je vous le dis très sincèrement, il sait très bien c'est quoi un très bon défenseur. Comme c'est lui qui, pour moi, il a dépisté là en 38 minutes l'international algérien contre Lille, un super match. Genre, non mais. Le pire, c'est que tu m'as fait regarder la deuxième mi-temps pour me dire attends mais de quoi il parle. Et effectivement, et j'ai vu aussi comme le tsunami sur les réseaux sociaux. Non mais quel match. Donc je sais que tu sais c'est quoi un bon défenseur. Donc quand tu viens nous sortir des trucs là pour nous troller en émission, genre arrête. Arrête. Mais tu l'as fait. Oh my god. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Non, tu t'es exposé. Parce que parfois tu peux te dire, mais attends, est-ce qu'il comprend le foot? Bien sûr que oui, il se fout de notre gueule. Non, mais regarde, les gars, la Corrales, il sait aller en profondeur là. C'est la seule chose qu'il sait faire. Faut arrêter Nilton, là. Il sait le faire. Juste que sur ce coup-là, il voulait pas, puis Boyan a forcé le jeu, c'est tout. C'était mon opinion sur ça. C'est sur ce match-là. Corrales, il est pas bon, man. Il est pas bon. Let's do it. Roll the footage. Ok. Daryl Dike. Vraiment impressionnant, un beau, gros bonhomme qui, je pense, qui commence à frapper à la porte de. Marc Bergevin va aller le chercher. Ouais, un gros centre, mais qui va frapper à la porte de Team USA dans bientôt. Je pense que c'est assez intéressant. C'est quand même son 7e but, déjà. Et hop là. À la passe quand même.
Ah, ben ça, c'est sûr. Non, la passe quand même. Hein. Il y avait de quoi pour faire une passe. Arrête, Nathan. Alors, Reg, ta lecture de ce but. Bon, déjà. Et est-ce que tu permets, excuse-moi, Oui, parce que finalement, la question a été posée à Thierry Henry, et donc on a l'analyse de Thierry Henry, donc on va la superposer au nôtre. Est-ce que tu permets qu'on commence avec The Gaffer? Of course. Go ahead. Plusieurs lignes, comment vous avez vu ce but? La même chose que d'habitude. Louis a regardé le joueur qui décrochait au lieu de prendre le mec qui prend la profondeur. Vous regarderez à chaque fois que on s'est tourné pour jouer en profondeur, la profondeur. Quand un mec n'est pas cadré, c'est-à-dire quand il a passé Sam Piet, il est plus cadré. Tu dois jouer la profondeur et non pas le mec qui décroche. Le mec qui décroche n'est plus dangereux. Tu le passes à tes milieux et tu gères la profondeur. Le but de Philly, le but la dernière fois, le coup franc vide de Nashville, celui-là, on travaille tous les jours dessus, 40 minutes, 1 heure. Le mec se tourne, tu gères la profondeur et non pas le mec qui décroche. Le mec qui décroche n'est plus le mec dangereux. Donc, il ne faut plus le regarder lui, il faut regarder la profondeur. Et quand Dak il part d'une course de Rudy dans le dos de Louis doit gérer la profondeur. Il ne doit jamais regarder le mec qui passe devant lui. Le mec là n'est plus dangereux, passe la victoire. Il suffit juste de parler, de regarder la profondeur. Mais on va apprendre. Il est jeune, c'est des erreurs de jeunesse qui nous coûtent à l'heure actuelle. Mais voilà, l'apprentissage aussi, des fois, c'est en faisant les erreurs qu'on apprend. Mais là, nous, à chaque fois, on paye cash. Et c'est une très bonne analyse. Sérieux, pardon, je croyais que c'était Thierry qui continuait de parler. J'ai failli lui dire, je suis désolé, je t'ai interrompu. Pardon, Thierry. Ouais. Avoue qu'il aura une place au Patreon quand il aura trouvé un club de D2 anglaise, je sais où. Ça sera un Patreon et on l'invitera. Mais honnêtement, vous avez pensé quoi de l'analyse? Ben, c'est une super bonne analyse parce que, et j'allais rajouter à ça que je trouve le problème, c'est que oui, Bing, c'est inexpérimenté. Waterman, Camacho, il devrait être le leader de la défense et c'est pas toujours le cas. Mais pour la défense de ces gars-là, t'as besoin d'une protection. Je trouve qu'ils sont toujours exposés, comme on dit en anglais, sur le back foot. Ils sont toujours en train de reculer et les buts, c'est toujours les mêmes. Donc, est-ce que on devrait mettre des milieux défensifs qui sont plus proches de la défense? J'en sais rien, mais le problème est qu'ils sont beaucoup trop exposés, en fait. Et ça c'est un problème pour l'Impact à chaque match. Et comme a dit Sid dans un tweet, je pense juste après le match d'Orlando, justement, c'est sûr que l'équipe adverse elle fait ses devoirs et elle regarde les vidéos et elle dit bon ben regarde, comme a dit Henry, il y en a un, il va décrocher, Binks il va le suivre et puis voilà, il va aller derrière. Donc là pour l'instant, donc je roule. Maintenant, mais ce qui est encore plus drôle, c'est que quand il est en jeu. Non, pas quand. Non, oui, effectivement. Mais quand tu as commencé les clips d'Arel Deck, il est par terre là. Oui, il est par terre en plus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai en plus. Ça, c'est vrai. Genre, il est au sol, le mec. Il est au sol, il n'est pas concerné. Tu regardes. Il y a un truc bizarre. L'arbitre laisse l'avantage. Mais regarde, c'est Pereira qui a le ballon, qui fait la passe? Ouais. Oui. Il jette le coup d'œil, là. Il se regarde les deux. Oui, là. c'est sûr. C'est clairement identifié. C'est un jeu qui est clairement identifié. Là. Il se retourne, il regarde la course de Dyke et c'est clair et net. Là. C'est déjà décidé. Mais trop facile aussi sur Piet. Trop facile. Non, mais Red, justement, je l'avais vu sur ça. Okay. Juste, si tu recules de 2 secondes, même pas 1 seconde, juste avant, là. Regarde l'espace là. Il y a Piet, mais il n'y a personne d'autre. Ah ouais, non, mais là, il y a beaucoup trop de trous. Attends, il arrive, Wanyama. Juste après le but, on le voit dans la caméra. Là. Il est parti remplir sa gourde parce qu'il y a des gourdes au Parc Maisonneuve. Puis là, il revient. Là, on ne la voit pas sur la séquence. Il fait un pressing moyen. Ouais. Ça ne fonctionne pas et il marche. Il ne jogue pas, il marche. Mais moi, ce que je sais, je ne veux pas nécessairement expliquer pourquoi le milieu n'est pas là. Une transition rapide, contre-attaque, etc. Avantage. Mais là, Piet est effacé. Là, regardez, il se regarde les deux. Regarde, il se regarde les deux. Là. Le sprint, il est magnifique. Non. Ouais, l'appel est beau. Puis honnêtement, puis c'est vrai. Sauf là, tu viens de dire, j'aimerais que tu développes. Piet a fait son travail. Il a fait son premier travail qui est effectivement de ralentir une potentielle contre-attaque. Voilà. Maintenant, là où on parle parfois des problèmes de communication avec la défense,
on en voit aussi genre comme au milieu de terrain au niveau des responsabilités. Parce que là, tu vois déjà que Piet est en train de pointer. On a aussi Maciel qui commence aussi à pointer. Ouais. Et puis, Tout le monde pointe au final. oui. Et puis, tu vois que, alors, comme dès que Pereira il va faire son pas vers l'intérieur du terrain, ben, là, on sait plus ce qui se passe. Là, à ce moment-ci, genre comme pour Piet, pour lui, tout ce qui se passe, c'est plus de sa responsabilité. Ah ouais, là, Piet, il est juste spectateur. Là, il est aux premières loges. Sauf que, genre comme Il pareil aussi. est surtout spectateur parce que même s'il a suivi Pereira, il était trop proche de lui. Il a mordu. Ça, c'est ça le problème avec Piet. Moi, c'est ça mon problème. Non, mais moi, il n'y a pas que Piet, parce qu'on va rester un peu sur le milieu de terrain. Donc, on a Wanyama. Ah, je pense qu'il est arrivé là dans l'image. Donc voilà, salut Victor. Et on a Maciel qui, là, maintenant aussi, lui, tu verras que ne fait pas vraiment un effort pour. Non, Maciel est vraiment. Là, il aurait pu justement couvrir, parce que je suis d'accord avec Sof quand il dit que Piet, il a fait sa première tâche, qui était de ralentir le meneur de jeu, celui qui avait le ballon. Et à ce moment-là, tu dois avoir un milieu de terrain. Sauf que là, voilà, c'est comme là, soit tu as un milieu de terrain et chose qu'il n'a pas, parce que de toute façon, mine de rien, Piet, il se retrouve là, c'est plus vraiment sa position. Et normalement, si on regarde bien comment il fait le triangle, là, vous voyez le triangle entre Wanyama, Maciel et Piet, ben c'est pas comme ça qu'il devrait être le triangle techniquement. Techniquement, c'est Wanyama devrait être à la place de Maciel, tu sais, comme techniquement. Oui, oui, mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, Maciel, lui, ben, il ne fera aucun acte d'opposition auprès de Pereira. Donc déjà là, je pense que déjà les milieux. Oh là 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 là. Voilà, d'accord, mais déjà, au niveau des milieux, il y a quand même quelque chose, parce qu'on parle souvent de la défense, etc. Mais déjà au milieu. Non, mais les gars, moi, ce qui me rend dingue, c'est en une passe. En une passe, tu as 1, 2, 3, 4, 5 joueurs avec une seule passe. Et il faut lui dire exactement, il faut donner le crédit où il est dû, et la passe, elle est belle. Mais comme il dit Henri, à juste titre, Binks, il se laisse avoir. Il fait un pas. Il fait un pas de trop. Il fait un pas de trop pour suivre un gars qui se casse. Le mec, il sert à rien. Il était même hors jeu au départ de l'action. Il sert à rien, le mec. Et puis, c'est marrant qu'Henri a dit ça parce que j'ai remarqué la même action en deuxième mi-temps où Camacho, quand Camacho est latéral droit. Camacho, il est toujours devant. Hein? Regardez. Il est toujours en retard. Après, il doit couvrir les autres, mais ils mettent un mec qui couvre les autres, mais c'est le moins rapide des trois. Donc, en même temps, est-ce qu'il joue comme un rôle de libéraux? Je ne sais pas. Mais en temps, il fait une course de 10 mètres. Là, il a un sprint de 10 mètres avant d'arriver là. Donc, il a l'avantage déjà de la surprise et de la vitesse. Genre, non, il va beaucoup trop vite. Camacho le voit, mais Dada, il est beaucoup trop vite pour lui. Mais ce que Henri disait, ce que j'avais remarqué avant qu'il en parle, c'est que son deuxième mi-temps, où Camacho, je pense que la défense était à 3 maintenant. Il avait sorti Corrales, puis c'est une défense à 3, je pense, où Camacho suivait dans son côté droit, donc le côté gauche de Rando, qui est un gars qui coupait vers le centre, et Binks, pour une raison, a décidé aussi de suivre le même joueur que Camacho, donc un gars qui sortait de sa course, alors qu'il aurait dû rester sur l'attaquant qui était posé à côté de Binks. Donc, il est clairement attiré par le mouvement Binks. Et c'est pourquoi c'est... Oui, ok. Donc, j'aurais deux questions pour vous. D'abord sur Binks. Tu peux revenir un peu plus tôt, sauf au Reg qui contrôle le but. Est-ce que vous ne pensez pas que Binks, justement, il va chercher un autre joueur de Orlando et peut-être par faute de couverture, que ce soit entre Piet ou Maciel ou Wanyama. Est-ce que j'ai l'impression que oui, mais il a attiré, mais il n'est pas attiré par le vent. Il est quand même attiré par. Non, il a attiré. Moi, attends, le temps que ça l'aude, là, je sais pas ce qui se passe. Quand il sort, il voit le gars passer devant lui. Et il se dit, je dois le suivre, ce gars-là. Oui, il sort de son angle mort, il fait, je dois le suivre. Et il fait ce pas, et c'est au même moment que Pereira, il fait la passe. Et là, elle passe à côté de lui. Elle passe à côté de Maciel, et elle passe à côté de Binks à ce moment-là. Et c'est pourquoi on aurait dit que c'est très similaire à Fidelfi, le but de Fidelfi. Juste ferme-le et reload, n'arrête pas stressant. Comme disait Thierry Henry par rapport à Fidelfi, c'est quasiment la même action, entre guillemets, juste qu'il n'y a personne qui essaie de jouer hors-jeu agressif. Donc, au moins, il n'y avait pas 4 joueurs de Fidelfi dans la surface à 0 de l'impact. C'est l'inverse. Il y a 3 trucs. Oui, vas-y. Il y a 3 trucs, je trouve, qui sont tellement récurrents dans les buts de l'impact. Je trouve que la défense est, 1, toujours exposée. 2, c'est trop facile de faire genre ce true ball est tellement simple. C'est un truc de fou. Tu joues à FIFA, je veux dire, n'importe qui, il appuie sur triangle et il fait la passe en profondeur. En un moment, place-toi, là, la passe, elle passe tout le temps. Et 3, j'ai toujours l'impression, je lui mets pas la faute dessus, mais en finalité,
tu te dis tout le temps, c'est comme si Diop, il aurait pu l'avoir. Ouais, exactement. Tu dis tout le temps, il aurait pu l'avoir. Et c'est ces 3 trucs-là qui sont tellement récurrents sur tous les buts. Ils sont tous pareils. C'est incroyable. Ils sont tous Parce que, tu sais, sur l'action, je le trouve lent à sortir de son but. Oui. Tu sais, je sais comment, il n'y a plus rien, là. Tu peux pratiquement arriver en même temps que le ballon. Et après, il peut pas être plus petit que ça devant son but. Il le faisait, en tout cas, il a quand même coupé quelques ballons dans la saison, donc je suis pas encore, je peux pas encore dire que c'est véritablement un défaut, mais il est certain que pour une défense aussi haute, et aujourd'hui dans le football moderne, il est impossible que ton gardien soit dans ses 6 mètres. Et c'est impossible. Et ton gardien doit être genre, comme vraiment devant son carré de 6 mètres ou entre le carré de 6 mètres et le penalty, parce que genre comme lorsque tu fais une défense aussi haute, c'est le gardien qui coupe. Ça, c'est 2014 Neuer qui a dit maintenant les gardiens, voilà, c'est comme ça que vous allez jouer maintenant au foot. C'est effectivement déjà là qu'il y a un premier problème. Et puis, il est pris à contre-pied assez facilement, j'ai l'impression, sans pour autant minimiser, parce que je voyais quand même des tweets assez drôles pour partager des photos où il saute sur la plage. Là, il y a du monde sur Instagram. Mais il semble quand même assez être... flat-footed, comme on dit. Oui, exactement. Il n'est pas sur la pointe des pieds. Mais j'aime bien comme qu'on regarde encore ensemble. Moi, je trouve que Dike, il a très bien fait ça. Là. Moi, un gars de l'Impact fait ça, je dis, un gars joueur de l'Impact fait ça. Regarde, stop. On analyse un but. La finalité ne doit pas toujours être le gars, il a bien fait. Et si c'était un gars de l'Impact, on serait content. Oui, on serait content. Juste ce que je dis, c'est qu'on analyse le but. Et c'est vrai que souvent, la frappe, il est, comme il dit Sid, il est sur les talons. La preuve, il fait rien, il est statique. Parce qu'il était pris à contre-pied, puis son angle était trop. Il est toujours pris à contre-pied. Son angle était tellement ouvert qu'il ne savait pas où partir. Côté extérieur ou intérieur, il ne savait pas. Ouais, mais on l'a vu plus tard dans le match. Quand Diop il jaillit, c'est très intéressant. Genre, comme il a quand même fait des arrêts assez déterminants quand il est agressif. Mais là, regarde, finalement, quand tu regardes, là, il se passe rien. Donc, il n'y a ni volonté peut-être de. Aucune prise de décision. Il n'y a aucune volonté d'accueillir Dag dans la surface. Regarde bien. Mais il y a Camacho qui est là. Il y a Camacho qui est là. Il dit que Camacho est là. Mais Sofiane, en deuxième demi, il est sorti beaucoup plus haut que ça. Là. Exactement. Je suis d'accord, mais Camacho, il est là. Dans les actions, aucun défenseur n'est aussi proche que ça. Camacho, il est là, il se dit c'est bon. Ouais, il n'est pas vraiment là, Camacho. Il essaie d'être là, mais il n'est pas là. Il est en retard et il essaie de le rattraper, mais c'est pas un gars rapide. Et puis voilà. Ben, je sais pas. Mais il y a des choses qui me dérangent avec l'Impact par rapport à pas seulement cette action, mais regarde, sur cette action-là, le milieu de terrain, il n'est pas là parce que c'est une transition et une contre-attaque ou un jeu rapide, pardon. C'est pas vraiment un contre, c'est un jeu rapide. À la limite, ça arrive dans le foot tout le temps, ça, c'est correct. Mais en général, le milieu de terrain est tellement passoire par rapport à une défense qui n'est pas assez bonne. Et surtout, la défense, je la trouve très lente. Elle n'est pas assez explosive, elle n'est pas assez rapide. Je trouve qu'il manque de la vitesse. Ça, c'est et ça, c'est important. Mais après, je ne sais pas trop. Genre, comme c'est sûr que je me souviens pas de... Ouais. Je me souviens pas de la séquence d'où elle vient, mais quand tu as tes 4 défenseurs qui sont alignés, est-ce qu'on peut encore parler de contre-attaque? Ouais, c'est vrai que là, ils étaient quand même en position. J'ai corrigé. Ok, voilà, genre, comme je trouve que c'était vraiment une transition rapide parce que là, regarde, comme t'es. Non, c'est pas un contre. C'est un Dice qui. Oui, il fait une espèce de culbute en plus. Un truc de dingue. C'est incroyable. Et regarde bien, Sid Binks, au final, il jette 2 regards au-dessus de son épaule. Okay. C'est normal. Et le gars, il vient et il le suit, en fait. Donc, c'est pour ça que je crois pas qu'il va vers quelqu'un d'autre. Regarde bien Binks. 1, 2, et là, il le suit. Ah, il fait juste un pas. Il fait juste un pas. Et là, il est trop tard. Et après, la passe, elle est bien de Pereira, mais là, il est trop tard. Un truc qui me dérange, personnellement chez les défenseurs de l'Impact de Montréal, c'est qu'ils sont très souvent debout. C'est ce que j'allais dire. Je revois cette séquence-là, je pense à Laurent Simon, puis jamais il reste debout sur cette séquence. Après, Simon, c'était l'inverse, il était toujours au sol, mais oui, c'est vrai. Non, mais j'ai remarqué ça. Ils sont vraiment très, très, très souvent debout, et ça fait finalement qu'ils rendent le terrain très grand sur certaines lignes de passe, où tu vois des ballons qui... Puis même à ça, je veux dire, même Demaciel ou Wanyama qui pourtant est quand même un gros tacleur, mais qui tacle très peu, ils sont vraiment souvent debout et ça agrandit les lignes de passe parce que il y a plein de fois où finalement si tu anticipes que c'est une passe et que tu tacles,
as grandi ta surface de. On l'avait analysé à un moment sur un début, je pense que c'est contre Philadelphie, que Corrales t'avait dit justement s'il avait taclé, ça se trouve, il aurait intercepté cette passe-là. C'est Camacho parfois le fait. Genre, comme après, Camacho, c'est compliqué. J'aimerais je lui donner un petit peu de quand même de. Parce que c'est le dernier défenseur souvent. Donc non, mais franchement, pour sa confiance, il faut aussi le reconnaître. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il n'a pas joué contre Nashville d'ailleurs. Il a été sacrifié pour. Moi, je parle souvent de son statut, mais qui est effectivement lié à son salaire, mais aussi lié à son âge relativement aux autres joueurs. J'ai l'impression que parfois que lui, il se pose beaucoup de questions. Il y a le spectre de la fameuse erreur qu'il ne veut pas faire et qui finalement peut-être lui fait faire des erreurs. Mais sinon, c'en est un qui, je trouve, habituellement lit assez bien les trajectoires et qui peut-être qui aurait pu. D'ailleurs, il le suit, il le suit. Mais après, physiquement, il y a un monde entre les deux. La puissance avec laquelle il fait l'appel de balle et tout, c'était fini. Mais les gars, c'est ce que je disais, que l'Impact est beaucoup plus organisé qu'il a l'air. La défense était bien organisée sur cette action-là. Ils étaient alignés, ils étaient prêts. Et je trouve qu'ils étaient pas moi, je ne trouvais pas qu'ils étaient si bien alignés que ça, sauf je trouve. Alignés. L'action de venir, on est sous contrôle, mais je pense qu'ils sont pas assez rapides. Et l'erreur de Binks a fait que tout a été décalé. C'est plus ça que parce que j'ai du mal à dire que tu es sous contrôle si un mec, aussi belle sa passe est, en une passe, il t'a quand même éliminé 5 mecs. En une passe, donc t'es pas si bien organisé que ça au final. Et comme je te dis encore, l'appel, la passe, le timing, tout était bon. La ligne de 4 était bien. Le milieu de terrain était absent. C'est tout. Il était un peu éclaté, donc ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que Binks revient l'année prochaine. Là, et Bologne, ça sera pas pour tout de suite. Là. Je sais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense aussi, après, c'est peut-être cliché, mais en Italie, tu as quand même une culture de la défense qui est beaucoup plus prononcée. Est-ce qu'il va travailler de manière plus assidue? Peut-être, je sais pas. Il va être prêté à voir si... Puis quand il reviendra, est-ce que... Moi, j'ose espérer qu'il sera un meilleur joueur. Ok, avant d'arriver sur ce débat-là, j'ai une sous-question qui était tantôt par rapport au cas de Binks. Est-ce que vous avez trouvé que Thierry Henry a été sévère avec Binks en conférence de presse? Et j'aimerais que vous développiez sur cet aspect-là, que lorsque on lui pose des questions au sujet des buts, généralement, en fait, il n'hésite pas à pointer finalement le joueur qui est selon lui le plus responsable. Donc, est-ce que vous avez trouvé Thierry Henry sévère? Nilton, je vais t'écouter. Oui, mais en plus, c'est sa première phrase. Là. Il dit un truc comme encore une fois, ou c'est toujours la même chose. C'est assez sévère, sa première phrase à la question. Puis, je me demande à quoi ça sert exactement d'identifier un jeune de 19 ans comme ça sur la place publique. Il peut dire ce qu'il veut, là, je veux dire, à l'entraînement, mais rendu là à la place publique. En plus, les questions, des fois, sont même pas amenées vers ce sujet-là, puis lui, il a déjà son message qu'il veut. Tu sais, il utilise n'importe quelle question pour avancer sur son message. Là, c'était clair. Sur le but, comment il voyait le but. Oui, mais tu sais, comme par exemple au but de Nashville, clairement, là, c'est arrivé de nulle part, boum, il a attaqué Binks. Est-ce qu'il a dénoté quelque chose de différent depuis ce transfert, entre guillemets, à Bologne, puis il veut recadrer le joueur? Ça aussi, on ne le sait pas. Mais moi, je trouve... que penser à ça. Là. Moi, ce que je trouve, dans le fond, c'est que Binks, c'est un joueur agressif, puis toutes ses décisions sont agressives. Puis pas juste dans le sens agressif physique, mais tu vois, il veut tout le temps faire l'action de trop. Son pas vers l'avant, c'est un geste agressif. Puis Thierry Henry, il y a tellement de victimes possibles à identifier dans un match. Je comprends pas pourquoi c'est Binks sa cible. Ben, sur le but, c'est... Sur ce but-là, c'est clair. Ouais, je sais pas, mais je pense, à mon avis, je pense pas, je pense pas vraiment que, tu sais, comme c'est difficile à dire parce qu'effectivement, sur le but, c'est lui, mais je pense pas qu'il le rend responsable de la défaite. Sur d'autres questions, je sais pas. Mais toute sa réponse est développée là-dessus. C'est les mêmes erreurs, on pratique 40 minutes. Hein. Tu sais, il explique exactement le rôle du défenseur central dans sa position, lui, à Binks, et il expose son... C'est un mois de novembre, c'est le match qu'il faut gagner. Il se dit, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ça revient maintenant. Ouais, puis à mon avis, il va pas taper sur Corrales
parce que Corrales, il sait que voilà, il a peut-être pas le C'est talent limité. pour justement exécuter ce qu'il veut. Lui, il considère qu'un joueur comme Binks, à mon avis, il va être plus sévère et il va pas hésiter plutôt à exposer les joueurs qui, selon lui, doivent être capables d'exécuter ce qu'ils demandent et qui font les mêmes erreurs. Et comme il dit Sofiane, c'est vrai que là, tu es au mois de novembre, c'est un match coup près, un match à 15 points, comme il dit. Et tu dois le gagner. Puis si tu fais les mêmes erreurs semaine après semaine, mais oui, c'est dur. C'est vrai qu'il a que 19 ans, mais bon, si tu travailles à l'entraînement, puis tu as été quand même à Tottenham dans la réserve. Non, mais sur la séquence, on a parlé de beaucoup de joueurs. Sa réponse est 100% Binks. Ça, c'est vrai. Malheureusement, j'ai pas bien édité. Peut-être que c'est la question de Jérémy Filosa. Peut-être qu'aussi a été orienté sur cet aspect-là. Genre comme ça, je m'en souviens plus, malheureusement. Mais oui. Mais après, bon, là, on parle de l'âge de Binks, mais l'Impact est la 3e équipe la plus jeune de la ligue. Genre comme avec des Maciel, au niveau des minutes jouées, avec des Maciel, avec des Broguillard, avec Binks. Puis après, ils sont pas si vieux non plus, des joueurs comme Piet ou Diop. Donc c'est normal que finalement on se retrouve à parler parfois d'erreurs de jeunesse parce que on n'a pas des joueurs qui ont souvent enchaîné beaucoup de saisons. Attends, Sofiane. T'as un clip à jouer? Non, j'avais un clip qui concernait un autre aspect du jeu. Si vous souhaitez, on va se le mettre. Donc le contraste entre la première et la deuxième mi-temps, on va en discuter avec une question que j'ai eu l'occasion de poser à Thierry Henry hier. Bonsoir Thierry, merci pour votre temps. Considérez-vous que l'Impact a fait une meilleure seconde mi-temps et est-ce que vous pouvez revenir sur les ajustements tactiques que vous avez fait entre la première et la seconde mi-temps? Oui, pour revenir à ce que vous avez dit, quand vous regardez bien aussi, quand tu fais rentrer 3 attaquants comme ça qui défendent un peu moins, on s'est retrouvé exposé, si vous vous rappelez bien aussi, sur pas mal de contres. Kindele, Rohan à un moment qui remet la balle à l'intérieur, Michel qui part aussi tout seul. Donc à un moment donné, j'entends quand vous me dites oui, les 3 attaquants et tout ce qui s'ensuit. Quand tu joues avec 3 attaquants comme ça, surtout 3 attaquants qui aiment jouer dans l'axe, un peu moins Rommel, je parle plus un peu de Mason et de Jax, c'est que tu pars un peu à l'abordage. Si tu pars comme ça au début d'un match, vous avez vu les comptes qu'on a pris en deuxième mi-temps. Donc oui, sur le plan offensif, c'était beaucoup mieux, mais après on a pris énormément de comptes qui auraient pu nous coûter cher. Donc, c'est dur de commencer un match comme ça avec 3 gars dans l'axe et tes latéraux en plus qui montent et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, il va falloir essayer de voir comment on va jouer contre DC. De toute façon, c'est un match où il faut gagner. C'est un match qu'il fallait gagner aussi aujourd'hui. Et on s'est encore mis en difficulté seul. Maintenant, c'est vrai que les mecs qui sont rentrés ont beaucoup apporté. Herb, you have another one for Thierry? Thank you, Jerry. You're so nice. Thank you so much, Jerry. Okay. Donc, vous, quelle lecture vous avez fait de ce match, en tout cas la deuxième demi? Est-ce que vous avez aimé les entrées de Toy, Jackson Hamel, Sedic? Comment voyez-vous ce match, positif ou pas? Moi, je trouve que c'est un ensemble. Déjà, la défense d'Orlando n'était pas si forte que ça. Là. Elle était prenable. Leurs latéraux étaient beaucoup trop poreux. Et puis, dès que le milieu de terrain a commencé à monter un peu plus, le bloc montait un peu plus haut. Et puis, je pense que Toy a ramené beaucoup de vitesse et beaucoup de présence avec ses courses et ses appels. Et Bourguillard, il a dû faire 30 des 40 centres là, que l'Impact a enregistré, entre guillemets. Là. Donc, tu sais, si Orlando voulait faire le 2-3-0, donc ils sont exposés avec leur attaquant, même s'ils étaient en contre, l'Impact, je trouve qu'ils ont beaucoup plus monté et beaucoup plus. Ils ont été agressifs. Ils ont dit, les gars, on y va, on n'a pas le choix. Ils sont désespérés, il faut qu'ils gagnent. Il ne faut pas qu'ils perdent, du moins. Et puis, je voyais clairement une différence d'attitude et d'agressivité. Piet, c'était quasiment un milieu offensif. Là. Il continue à jouer son rôle de milieu offensif hybride. C'est assez impressionnant. Et puis, je trouve que c'est. Rommel et Boyan, ils ont quasiment été des numéros 10. Genre, ils essaient de construire, de créer des occasions, de créer des espaces et des couloirs de passe pour les latéraux le plus possible. Et voilà, le nombre, ils ont envoyé du nombre. Tout le monde jouait un peu plus haut, puis ça a aidé l'Impact. Je trouve que c'était positif par rapport à ça. Ça, j'ai bien aimé que au niveau de l'attitude, ils sont capables de se mettre dans un cadre et une mentalité pour dire les gars, il faut qu'on monte vers l'avant, il faut qu'on marque. Maintenant, on sait qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, c'est le talent qui manque. Il y a une des réponses de Thierry Henry justement sur les latéraux qui étaient un peu trop bas à son goût, notamment Yuka et Raitala et Jorge
Corrales. Et donc, dès la sortie de Corrales, en fait, on a vu aussi un changement. Comme je vais pas lui faire porter le fardeau, là, notre ami, mais on a quand même vu une équipe mieux en place. Donc, il y a eu sa sortie, il y a eu un passage à quatre défenseurs, et puis tout d'un coup, on a senti un petit peu qu'on avait un peu libéré les chevaux. Je sais pas si tu fais cette lecture-là aussi, toi, Nilton. Oui, tout à fait, parce que quand on est à 3 défenseurs centraux, là, tes latéraux doivent faire exactement le rôle d'un ailier. Je trouve que Brault-Guillard, depuis un mois, il fait beaucoup moins. Il est présent, mais avec le ballon, il y a peu de choses qui se passent. Il y a beaucoup de déchets. Il coupe sur son pied gauche. Il se tue complètement en ayant le ballon sur son pied gauche. Les centres ne sont pas tout à fait là. Mais je veux pas juste ça. Je veux que quand le jeu soit à gauche, je veux voir Brault-Guillard dans la boîte. Je veux le voir au deuxième poteau. Même chose pour Corrales. Corrales, son problème, peu importe s'il est bon ou pas bon avec le ballon, je veux le voir au moins disponible comme passe pour attirer quelqu'un sur lui, pour ouvrir de l'espace pour Kyoto. Même chose, quand Brault-Guillard centre sur Kyoto puis que le ballon est dévié par un défenseur, le ballon tombe mort au deuxième poteau. Il n'y a absolument personne au deuxième poteau. Je veux dire, tout le foot moderne partout, tu sais, en Ligue des Champions, l'autre fois, j'avais écrit à Sofiane en blague, là, après 2 minutes de Juve Barcelone, je dis, shit, c'est même pas. Voir l'impact de Montréal puis voir ce match-là tout de suite après, ces deux sports-là. On a l'impression que ces clubs-là jouent à 20 joueurs, tandis que nous, on a l'impression qu'on joue à 1,5. C'est les options qui n'existent pas. À la décharge de la MLS, c'est vraiment l'impact. Parce que pour voir de plus en plus de matchs de MLS, je te dis qu'il y a vraiment... Non, mais c'est vrai, genre, comme je m'en souviens même dans la journée de PSG Istanbul, le match que j'ai vu le soir de MLS était bien meilleur que PSG Istanbul. Donc bon, j'allais le tweeter après, je me suis dit, je vais me ramasser un char de marde. Mais c'est pour ça que... Je vais me raviser. Non, tu dis, bon, ça va être mal pris et tout, mais c'est vrai que c'est ça une aussi. question d'intensité, je trouve, et je trouve que l'impact, dans très peu de matchs, ils arrivent à élever ce niveau et mettre de l'intensité, mettre de l'envie. Et on en parle. Nilt parlait à juste titre du match. Oui, là, attention, parce que l'envie, l'intensité, genre, comme parfois, c'est compliqué. Mais il faut. Non, mais je pense que quand on parle d'envie, d'intensité, c'est aussi simplement dans les kilomètres parcourus. C'est aussi dans le nombre de gens qui soutiennent l'attaque. C'est aussi genre comme dans les duels. C'est des choses comme, c'est des petites choses. Le nombre de sprints aussi dans le match. Mais les gars, vous n'avez pas l'impression que quand vous regardez le match, des fois, là, vous êtes juste fâchés parce que la course n'est pas là? Parce qu'ils sont fragiles, Nilton. Non. Corrales ne monte pas. Il a fait 2 fois. Non, Corrales est parti. Il a fait 2 fois la course au deuxième poteau. Il l'a fait 2 fois. Puis c'est pas ça que je veux dire. Non, mais moi je dis, pourquoi ils ne montent pas souvent les joueurs? Parce qu'ils se disent, on va se croiser les doigts que Boyena Wanyama et que Kyoto fasse quelque chose que nous, on peut pas. Sofiane, ça fait 3 mois qu'on marque pas, qu'on perd des matchs. Ils sont pas bons. Ils sont pas Milton. La prémisse, il faut accepter qu'ils sont pas assez bons, puis ils le savent. Tu acceptes ça. Analyser le reste, c'est beaucoup plus facile. Ben oui. Ils sont pas assez bons, ils le savent. Qui le savent, les joueurs? Non, je rebondis avec toi. Je rebondis avec toi. Ils se mettent un frein à la main. Non, intéressant. Très, très, très bonne nuance, comme tu as développé sur ça. Parce qu'ils sont pas bons. Ok, je pense que c'est un fait. Lorsque tu es en dessous de la 7e position, dès que tu es en dessous de la moitié du classement, tu n'es pas bon. Parfait, pas de problème. Mais la façon, et là, on va comparer. Pour avoir pris quelques bouts du match de Miami contre Toronto, pour regarder la performance de Chicago contre Nashville, pour regarder un peu de DC United qui était là, qui sont 3 victoires de suite. Il y a une façon. Et dans cette façon-là, l'impact semble vraiment être en dessous. On est au-delà de... Parce que parfois, tu peux être pas bon par un manque de réussite, parfois effectivement, un manque de talent, mais il y a une manière, et je pense qu'on est quand même tous capables de... On l'a reconnu, un match contre les premiers, contre l'Union, intéressant. Il y avait même le match contre les Red Bulls, pareil, intéressant. L'impact Ouais, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient surclassés dans ces matchs-là en plus. Mais c'est ça, même contre le Crew, le but que met Lapalainen sur l'action avec Boyan. Et je reviens à l'action de contre Nashville, de Kyoto et de Boyan. Mais ça là, ou même simplement la frappe que Boyan fait qui est sortie par j'ai oublié le nom du gardien. Voilà. Mais ils l'ont ça.
Je veux dire que genre comme c'est en eux ce genre de choses. Moi, je place le curseur ailleurs. C'est pas forcément que un manque de talent, même si effectivement il y a du manque de talent à certaines positions et autres. Mais qu'est-ce qui fait que Il y a un déséquilibre. voilà, Il y a mais un qu'est-ce qui fait que déséquilibre. comme l'écart entre leur potentiel, qui est même si leur potentiel intrinsèquement est faible, mais il y a quand même un écart entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce qu'on Parce est qu'il y a un d'accord avec ça? déséquilibre. Oui, mais parce qu'il y a un déséquilibre. Parce que Kyoto, comme Boyan, on voit la chimie, ça marche bien. C'est des joueurs qui savent jouer le ballon, ils savent comment se retrouver. Mais quand derrière toi, tu as Wanyama, Piet, Maciel, qu'est-ce que tu veux faire si tu n'as pas le ballon? Si tu n'es pas capable de récupérer le ballon, ils peuvent rien faire. Ok. Taider, on l'aime ou on l'aime pas. Taider, il avait un instinct offensif que aucun de ces trois n'avait. Donc, ça a quand même pris 55 minutes avant qu'on en parle, c'est bon. non, mais c'est ça. Mais juste pour dire, c'est qu'on l'aime ou l'aime pas, il avait un aspect offensif en MLS qu'il n'a jamais eu avant. Mais on voit la différence. Sofiane, moi, ce que je veux dire, là, c'est autant on passe 25 minutes à dire que les joueurs sont mal positionnés pour prendre un but, on pourrait faire le même exercice pour pourquoi les joueurs sont mal positionnés pour produire de l'attaque. On pourrait prendre plein de séquences et dire Raitala, il aurait dû être là. Lui est plus proche. Lui, il y a plein. Ça, c'est pas du talent. C'est pas être bon ou pas bon. Un gars, tu peux prendre un jeune de 12 ans puis lui dire quand le ballon attaque à gauche, tu dois être là. Après, si tu rates ta passe, tu rates ton tir, ils sont pas bons, juste ou bad. C'est ça que je déplore. C'est ça que je comprends pas. C'est ce que je dis. Regarde, Boyan. Est-ce que tu as l'impression que Boyan, il est affecté par le fait que l'équipe joue bas ou joue haut? Lui, il fait la même chose, il se débarrasse de d'autres joueurs. Oui et non, il joue au foot tout seul. Genre, c'est comme si les autres ne savent pas jouer au foot. C'est ce qu'il fait. Ça devient pénible à un moment. Mais c'est ce qu'il fait. Et toutes ses actions, c'est individuel. Puis il fait tout seul. Il faut arrêter de faire semblant. Et maintenant, est-ce que vous avez l'impression que le milieu Wanyama, Maciel, Piet peut faire quelque chose, créer quelque chose? Sur papier, oui. Non, arrête sur papier, arrête. Il n'y a pas de papier là, il faut arrêter. Est-ce que vous avez l'impression que ce trio de milieu de terrain-là peut faire quelque chose si le bloc équipe entier ne joue pas haut? Non, c'est impossible. Si l'équipe ne joue pas haut, ça ne marchera jamais. Ils n'ont pas le talent ou les intentions pour le faire. Il faut arrêter de dire des bêtises. Il faut pas me faire croire que ces trois gars-là peuvent construire du jeu si le bloc équipe ne joue pas haut. Non, mais c'est un très bon point. Comme dire, j'aimerais que juste discuter du cas de Maciel, qui est donc est revenu de blessure et qui a joué les 2 matchs cette semaine. Est-ce que vous comprenez sa titularisation vraiment parce que je trouve que Sedic apporte a été bon, a vraiment été intéressant, et je pense qu'au niveau de l'équilibre de ce milieu de terrain-là, la présence de Sedic comme apporte quelque chose de complètement différent. Comme je comprends que Maciel pourrait devenir ce qu'on aimerait que Wanyama soit. Vraiment, cette capacité comme de jouer un 6 type relanceur. Pas un 6 gratteur de ballon, mais un 6 type relanceur. Il n'est pas encore là, et c'est normal, il a 19 ans, il n'y a pas de problème avec ça. Maciel? Non, il est plus vieux que ça, Maciel. 21, 22 en tout cas. Il y a très peu d'expérience. Ah non, mais attends, c'est vrai, parce que s'il est plus à 24-25, ah ouais, ok, genre comme vérifie, parce que genre comme j'avais dans l'idée qu'il avait 19, mais peut-être qu'il a 21, mais bon, en tout cas, bref. Je pense que c'est dit, et on l'a. 23 ans. Il a quel âge? 23. Il a joué un match. Il a joué un match avec San Lorenzo. Il n'a pas d'expérience. Okay, donc, en tout cas, mon propos était surtout sur Amar Sedic. Mais je pense que Maciel était là parce que Orlando, c'était pas censé être cette équipe-là qui était sur le terrain. On était censé affronter Nani, Muller et tout ça. Et là, on se retrouve avec une défense à 5 qui dit shit, on a un défenseur de trop. Et en plus, j'ai Maciel. Est-ce que genre, ok, d'accord, mais j'aime bien le. Je suis d'accord avec Amar. Amar, quand il rentre, il est super important. Puis bon, peut-être quand il combinait avec Boyan, là, en fait. Mais plutôt, est-ce que s'il commence le match il y a 2 mois, il n'aurait pas été comme ça parce qu'Henri est en train de construire sa confiance. Il construit sa confiance. Moi, c'est parfait. Mais tu vois, regarde, mais j'aime bien. Tu vois, j'aime bien ce que vient de dire Nilton, parce que c'est très très facile après coup de dire mais pourquoi un tel n'a pas joué à la place, comme je viens de le faire, et puis genre comme de comprendre qu'un match se prépare en fonction de paramètres qui sont pas les paramètres du cours de match. Souvent on fait cette erreur là en fait, genre comme on arrive à des conclusions de cours de match, mais eux quand ils préparent le match entre mercredi et dimanche, ils sont dans d'autres. Puis c'est vrai que tout d'un coup on avait Orlando qui avait clinch sa place, qui est déjà en train de préparer les séries finalement, et qui s'est dit comme pourquoi risquer genre, comme que Nani se prenne un tacle de Broguillard ou de Camacho donc voilà. Excuse-moi Red, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est plus pour dire aussi que ouais, peut-être qu'il a fait une approche de match en fonction de l'équipe qu'il pensait avoir, mais
Mais moi, ce qui me dérange, c'est les changements peut-être tardifs après dans ce match-là. Tu te dis, ben ok, avise quoi. Tu vois contre l'équipe contre qui tu joues, c'est pas. Moi, c'est le constat que j'ai eu par exemple contre l'Union. Tu vois, l'Union justement, ils étaient premiers à ce moment-là. Tu te dis, mais c'est ça qui est premier. T'as l'impression que l'impact n'était pas si loin que ça, en fait. Tu te dis, ok, je suis d'accord avec Sofiane, le foot, ça se joue pas sur papier, donc il faut arrêter de dire sur papier. Très bien, il n'y a pas de problème, je redirai plus cette expression-là. Mais moi, mon problème, c'est qu'est-ce qui fait que les gars, ils sont toujours, en fait, avec un frein à main, en fait. Tu te dis, il y a des moments où tu te dis, mais pourquoi? Il y a des fois, ils sont capables de faire, et des fois, tu te dis, oh non, bah tu sais quoi, j'ai pas envie. Et on a eu ça aux 3 matchs. Hein. On a eu ça contre New York CFC, donc jusqu'à la 60e minute. À un moment donné, moi je sais pas pour vous, mais moi je m'endormais vraiment. On a eu ça là contre Nashville, pareil, juste avant le but. Tu te dis bon bah il se passe pas grand chose, il se passe rien. Et là pareil contre Orlando. Et c'est fascinant, c'est que l'Impact en fait s'endort elle-même. Il y a des équipes dans une situation il y a des équipes qui ralentissent le jeu parce que ça leur sert au niveau de leur identité, de leurs compétences et capacités. Mais tu as l'impression que justement l'Impact, oui, fait certaines transitions, des transitions plutôt lentes où ils essaient de conserver le ballon et tout le monde le dit. C'est fascinant lorsqu'on écoute les entraîneurs ou les joueurs adverses les veilles de match. Ils te parlent de l'identité de l'Impact, elle est connue. Ils veulent construire de l'arrière, il y a un lent build-up, etc. Et sauf que tu as vraiment l'impression qu'en ce moment, ça les nuit plus qu'autre chose parce qu'ils s'endorment et puis tout d'un coup, il y a une accélération. Tout le monde est endormi, donc l'accélération, tout le monde est comme oh waouh, ok, ouais, c'est différent parce que tu es beaucoup plus crispé durant les 3 et 4 derniers matchs que contre Philly il y a peut-être un mois et demi. Contre Philly, tu es brave, tu vas all-in, puis Philly a un jeu beaucoup plus direct. Il faut arrêter là. Cette équipe-là manque de personnalité. Sur le terrain, il manque quelqu'un. Ils mettent quelqu'un pour faire ce déclic-là. On va en parler plus tard là, du documentaire là, sur Tottenham. Là. Mourinho, il dirait là, cette équipe-là, c'est juste des nice guys. Là. Il n'y a pas de bastard là-dessus. Il n'y a personne. Le seul qui était comme ça, c'était Tyder qui pouvait péter une coche. Là. Combien de fois j'ai vu cette saison, il n'y a rien entre les gars. Il n'y a personne qui est en train de dire que hey, oh, il faut se réveiller. Là. On ne voit aucune urgence. Même les complaintes vers l'arbitre, les complaintes de faute sont même pas vers l'arbitre. Genre comme Wanyama quand il se plaint de la faute de Raitala sur le but de Nashville. Il a dos tourné, puis genre tout seul en fait. Franchement, moi, je les trouve résignés. Il y a pas cette agressivité. Vraiment, tu rentres dans la phase de l'arbitre et genre même quand le but refusé de Kyoto sur un hors-jeu qu'on sait pas trop, il y a pas cette c'est comme je sais pas. Donc ils sont crispés, puis ils sont gelés, puis ils sont gelés, genre gelés frozen là, pas l'autre gelé là. Et c'est pas l'autre gelé. C'est gelé, on dit. L'autre, on dit c'est gelé. Pas l'autre gelé. 2 secondes pour chercher l'autre gelé. Ils sont congelés, ils sont pas congelés là. Donc, mais c'est plus pour dire, c'était un peu mon point que je voulais dire, Nilton, avant que tu te nerves sur moi là, quand je disais que Corrales il met le frein à main et les autres, parce que la situation est différente. C'est pas comme il y a un mois et demi. Ils se sont dit merde, on est dans la merde, on a peur. Ils ont peur. Ok, ils ont peur parce qu'ils savent que la plupart des équipes devant eux sont meilleurs que ils le savent. Alors, pour donner un exemple, pour Philly, c'est un jeu direct, ils aiment bien. Contre Columbus, nous on domine tout, puis eux ça les arrange parce que la Palenne était en feu, puis Boyan commençait à être le Boyan qu'on l'a voulu qu'il soit. Donc le contexte est très différent. Ce qui n'a pas changé, Boyan est le même. Boyan est toujours assez agressif, il est toujours assez intéressant, mais le reste ne suit plus parce qu'ils sont crispés, ça se voit. Et c'est pourquoi Henry il pète les plombs en conférence de presse, qu'il dit ce qu'il dit. Dans la salle vidéo, au centre Nutrilé virtuel, il va dire la même chose aux médias parce que lui, il s'enfiltre et c'est ça qu'il fait. Et tout ce qu'il dit, c'est juste le cumul de 6 mois de genre, ok, là j'en ai marre, on fait les mêmes conneries puis on va pas faire les tirer à cause de ça. Et je pense que c'est le contexte très important. Merci pour cette belle transition. C'est ce que je fais, mon gars. À quoi bon faire les séries? Donc, ça. Oui, non, c'est vrai. Salut, on espère que ça vous plaît, ce qu'on est en train de vous proposer en ce moment. Vous avez 3 actions qu'on vous demande de faire pour nous aider. 1, le bouche à oreille, parlez-en à vos amis, c'est super important pour nous. Ensuite, allez sur Twitter, retweetez les extraits vidéo qu'on montre. Et en parlant de vidéo, la 3e action, c'est liker la vidéo sur YouTube. Parfois, vous la voyez en version vidéo. Allez la liker, ça nous permet d'avoir un plus grand ranking. Merci à tous et bon show. Pas mal, hein?
Donc, à quoi D'accord. bon faire les séries? Donc, Piet, il en a vraiment marre, ouais, c'est clair, hein, jeune papa. Donc, je sais pas comment réagir comme Bien raison, bien raison. à ces propos qui, à la fois, sont d'une belle honnêteté et transparence. Et je pense que c'est assez important. On parle beaucoup de santé mentale. Donc, allez lire l'article que j'ai partagé de Grégory Van Der Ville. Et à la fois, ben, peut-être on voit le message que, bon, ben, nous, on a envie que ça s'arrête, hein, cette saison-là. Et j'aimerais que vous entendiez sur est-ce que vous pensez, comme pas mal de gens, d'ailleurs même sur le fil de Twitter, que ça sert à rien tout ça, que c'est une saison qui compte pas et qu'il faut vite rentrer et que on était en fait dans une espèce de grand Truman Show et qu'en en 2021, c'est là que ça va se passer pour de vrai. Bah moi, honnêtement, on peut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu d'amélioration, parce que je pense que l'équipe, il y a certaines choses qui ont été améliorées, mais très peu. Puis je pense que c'est peut-être ça qui m'interroge, c'est que globalement, tu te dis, bah, ok, cette équipe, où elle va, elle s'entraîne, elle est ensemble. Le fait d'être dans cette bulle, je pense que dans tous les sports, que ça soit en NBA, LeBron James l'a souvent mentionné, oui, ça a été dur, mais c'est ce côté d'être en famille, d'être ensemble. Mais est-ce que je sens ce sentiment de famille, d'unité dans cette équipe? Pas trop, peut-être à l'extérieur, mais sur le terrain, pas spécialement. Donc, est-ce qu'ils vont à la guerre ensemble? Est-ce que tout le monde est dans la même galère et on se dit, bon, ben, on va tous se battre et on va aller faire quelque chose en playoff? Parce que dans le sport nord-américain, le but est de faire des playoffs. Doesn't matter how you make the playoff. You just need to get in. Puis à partir du moment que tu es dedans, better off. C'est n'importe qui peut y arriver. Mais là, je trouve que, est-ce que tu sens que cette équipe-là, avec la mentalité qu'ils ont, est-ce que tu sens qu'ils vont être des guerriers puis qu'ils vont souder les coudes pour aller loin? Moi, je trouve pas. Fait qu'au final, tu as envie de te dire, bah oui, il a raison, Piet, il veut juste rentrer, il en a marre de perdre, surtout de la même manière. Parce qu'ils perdent de la même manière tous les matchs. Hilton? Moi, je vois deux. Parce qu'au niveau club, au niveau partisan hardcore, faire les séries, pas faire les séries, c'est le même constat. On sait que cette saison-là, c'est une grosse préparation pour la saison prochaine. Thierry Henry, c'est un peu plus ce que vaut cette équipe et ce qu'il doit aller chercher. Même chose pour Renard, il sait vers quoi il s'en va, comment il doit construire cette équipe-là. Les fans savent exactement qu'est-ce que Thierry veut faire, mais il y a deux trucs. Si l'Impact arrête de jouer dès la semaine prochaine, il ne faut pas oublier, là, il y a la Ligue des champions, c'est un mois de vacances. Ça va être tough à motiver. Un groupe de 20, 30 joueurs à motiver à rester à Montréal pour peut-être un match quelque part aux États-Unis encore, c'est compliqué, là. Non, mais juste pour nos auditeurs, c'est pas peut-être, hein, comme tu l'avais annoncé c'est le 15 décembre. Sur ton Twitter, oui, c'est sûr. Donc, il y a le match le 15 décembre dans une ville américaine contre CD Olympia, l'Impact qui va faire son match retour, puisqu'ils avaient perdu le match aller 2-1. Effectivement, je pense que c'est surtout même au niveau de la préparation de la saison prochaine pour Olivier Renard, parce que, ben, oui, ils sont techniquement sous contrat jusqu'au 31 décembre, mais on s'entend que des joueurs que tu ne veux pas pour l'an prochain, ça fait comme à ce moment-ci, le 15, ils sont déjà au courant qu'ils peuvent aller faire leur valise, mais là, ce sera pas le cas parce qu'on aura besoin de tout le monde finalement pour la Ligue des Champions. Maintenant, après, avec peut-être aussi l'autre rumeur, et Sofiane pourra me confirmer que la saison MLS reprendrait peut-être en mois d'avril et non pas au mois de février. Donc, juste pour, j'ai plusieurs questions, vraiment, et sous-questions pour vous tous. Je reviens avec Nilton. Mais juste pour compléter, là, ma deuxième raison puis celle-là, je le trouve qu'on n'en parle pas assez parce que l'Impact de Montréal, on se parle entre nous beaucoup, mais c'est une réalité qui est assez particulière. L'Impact de Montréal est présent dans un marché montréalais, OK? Pas faire les playoffs encore au niveau médiatique montréalais, là, c'est pénible. Là. C'est extrêmement compliqué. Ce club-là est tout le temps... Les playoffs, c'est du marketing pour eux. Au voir des matchs comme ça, on ne sait jamais. Là, je veux dire, un match en playoff, il peut se passer quelque chose. On a droit à une deuxième semaine, une troisième semaine de couverture. Les médias sportifs de la province cherchent du contenu sportif. Là. Tout à fait. Enlever cette plateforme-là de l'Impact de Montréal jusqu'à on ne sait pas quand, et on va parler de temps en temps avec les sorties et les rentrées, c'est totalement insuffisant. Là. Joey Saputo doit être en mode panique pour la visibilité de ce club-là. Il doit avoir perdu beaucoup d'argent.
les playoffs, à quoi ça sert? Ça sert beaucoup à l'Impact de Montréal pour le monde sportif montréalais. Non, c'est Alors, vrai. je voulais rebondir sur le point de Reg et même sur ton point, Nilt. Donc, on dit que les séries sont un objectif. On oublie aussi que les séries sont une conséquence de performance. Et que souvent, lorsqu'on dit à quoi bon faire les séries, mais les séries, lorsque tu joues bien, tu les fais en fait. C'est pas, c'est limite mathématique. Donc à la fois, c'est un objectif, mais c'est aussi le reflet de ce que tu as réalisé dans la saison. Donc, lorsque parfois on entend un peu les partisans se dire, ça sert à rien. Oui, mais de toute façon, tu y seras si tu mérites d'y être. C'est bête, mais c'est un peu comme ça. Maintenant, je voulais juste parler de ton point, Nilton, sur on sait que cette saison est à préparer. C'est ça que tu as dit. Mais à partir de quel moment l'Impact de Montréal a décidé ça? Est-ce qu'en janvier, ils voyaient ça comme une saison de transition? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait parce qu'on voit maintenant une cassure nette entre l'avant discours de Renard et maintenant l'après. Cet après, enfin, ce discours qui aussi coïncide avec le départ de Taider, on a quand même, quand on prend les 4 matchs d'avant et les 4 matchs d'après. Moi, je pense que c'est le calendrier qui a fait ça. Il y a quelque chose qui a été un peu brisé. Mais à votre avis, à quel moment l'Impact a décidé que, je sais pas s'ils ont décidé, mais c'est ce côté transition. Parce que maintenant, oui, tout le monde s'accorde sur ça, mais moi, j'avais raté la réunion où on avait dit ça. Non, il n'y a pas eu de courriel. Je veux dire, tout d'un coup, ils se sont rendus compte. Ils ont tout le temps espéré que, OK, à un moment donné, le calendrier va devenir un peu normal, on va jouer dans des conditions un peu normales. Et là, tout d'un coup, quand ils ont vu que les frontières étaient fermées, que la quarantaine était appliquée, ils ont fait, you know what, ça va être très, très, très compliqué. On voit que ce club-là a besoin de beaucoup, beaucoup d'éléments nouveaux. Puis c'est par défaut. Là. On a tous compris que, vous savez quoi, on va prendre cette saison-là pour apprendre et la construire un peu mieux pour l'année prochaine. Oui, mais il y a aussi. Non, vas-y. Non, parce que j'avais parlé peut-être sur CPP ou sur Twitter ou sur Facebook NFC, là, mais moi j'avais des informations que le club voulait lâcher du lest dès le début de la saison. Ou du moins, il savait que des joueurs chers n'allaient pas revenir. C'est pourquoi le recrutement Wanyama m'a un peu surpris, mais Taider, je le savais qu'il ne revenait pas l'année prochaine. Genre pour moi, le club il y avait beaucoup. Le club était en mode on cherche des salaires pas trop énormes qu'on peut gérer. Donc, je pense que peut-être la pandémie a accéléré des choses, a créé des opportunités comme Taider qui voulait partir plus tôt. Donc le club dit on va en profiter, un 2 pour 1. Mais voilà quoi, le club était en mode retour financière par rapport à son cap salarial et à sa masse salariale. Donc la pandémie a peut-être accéléré des choses, mais le club était déjà dans ce mode-là, juste que tout allait beaucoup plus vite. Et faire les séries, moi, l'Impact gagne la Coupe MLS, ça ne change rien à leur plan. Nous, ça va rien changer. Je suis en train de montrer encore une fois le portrait des séries. Toi, Sauf, pour continuer dans ton point, comment tu vois ça, genre moi j'ai fini par un peu à un moment donné de tweeter de façon un peu désabusée que le moins pire des trois, parce que je sais pas pourquoi j'ai un petit soft spot pour le Fire qui est quand même assez intéressant. Mais entre Montréal, Atlanta et Miami, d'ailleurs maintenant même DC United en fait. Comment toi tu vois ça sur la dernière journée du 8 c'est bien le 8 novembre je pense, Decision Day. Yep. Moi je vois que Montréal va battre DC. Et ça va tracer. Je pense qu'ils vont le faire. Voilà, ça, parce que DC, ils se prennent plus de buts que l'Impact, donc je pense qu'il y a espoir par rapport à ça. Là. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Et par rapport à mon point précédent, c'est l'Impact gagne la Coupe MLS, ça va rien changer à leur plan. Leur plan de délester le masse. Non, mais après, il y a leur plan, il y a aussi, genre, comme toutes les parties prenantes. Genre, que je pense que d'un point de vue des sponsors commanditaires, d'un point de vue des fans et du taux de renouvellement de billets de saison, d'un point de vue de l'histoire du club et son prestige et de sa capacité d'attraction, ça change quand même des choses de gagner là. C'est dire, c'est pas. Oui, mais ils font tout pour gagner, mais ça change pas le fait que quand Taider comprenait pas ce que Renard disait, que on veut gagner à New Jersey, mais Taider doit partir. Donc, tu sais, il y avait un contrat. Et Nilton c'est plein de ça, donc je me dis le club est prêt à faire ce choix-là, ils veulent gagner, mais avec quelques compromis. Encore une fois, ils gagnent la Coupe MLS, ça va presque rien changer à leur plan, parce que eux, ils ont un plan financier très très clair. Et ça c'est clair, les Maciel, les Binks sont pas là par hasard. Les Waterman, ils sont clairement, il y a un plan financier très très clair par rapport au budget du club. Ça c'est important. Plan financier, certes, mais il y a quand même un côté, à mon avis, développement qui est prévu aussi.
Et moi, je trouve quand même, je suis pas en train de te dire évidemment qu'ils sont allés chercher des cracks, mais je trouve quand même que en termes de progression, ça stagne un peu depuis quelques temps. Je Ah, trouve mais quand même que cette équipe-là. je te posais une question, ça s'appellerait genre comme vraiment une parenthèse, Vas-y. parce que tantôt on parlait de Binks et genre comme du fait que Binks ne serait peut-être pas à Bologne. Et ça, c'est une situation que finalement ont connu Okonkwo et Lapalainen. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'année 2 de Okonkwo et Lapalainen et qu'on puisse projeter sur l'année 2 de Binks. Le mot-clé pour moi, c'est stagnation. Je dirais peut-être pas jusqu'à régression, mais peut-être. Et j'aimerais vous entendre sur ça, sur le fait qu'il y a des jeunes à haut potentiel. Maintenant, après le potentiel, il faut qu'il se manifeste et après, il faut qu'il perdure. Est-ce que Binks, on doit déjà s'attendre à ce qu'il suive une trajectoire similaire à nos amis finlandais et nigérians, ou bien peut-être que voilà, l'an prochain, tout le monde joue à son plein potentiel et autres, je sais pas. J'aimerais votre avis dessus. Bah, après, il avait montré quand même des choses assez prometteuses en début de saison, avant la pandémie, au stade olympique. Voilà, on a montré quand même un jeune qui avait une arme, qui avait quand même une certaine Oui, mais élégance. Orgy et Lassie aussi l'an passé. Oui, je suis d'accord. Ils sont clairement pas au niveau attendu de ce qu'ils nous ont montré l'an passé. En tout cas, pour moi. Non, je suis d'accord. Après, tout dépendamment de quelle utilisation ils font d'eux une fois qu'ils vont là-bas. Puis je pense, pour faire un parallèle avec Arsenal, que je connais bien, ils ont un coach du loan, en fait. Donc, tous les prêts, tout est calculé, mais vraiment, ils analysent l'équipe, comment elle joue, ils jettent pas un gars comme ça, comme Chelsea a pu le faire, ils le font encore, où ils ont 50 mecs en prêt à travers l'Europe. Tous les prêts sont vraiment en fonction de quel genre de joueur, comment ils vont l'utiliser, est-ce qu'il va plus progresser là en jouant avec telle personne. Et moi, je pense, le fait juste que Bologne soit le club sœur, le club mère, peu importe comment tu l'appelles, c'est pas suffisant. Il faut savoir comment ils vont les utiliser. Il suffit pas juste d'aller en Serie A et de finir 12, 13e, 11e et de dire bon, il va faire quelques bouts de match et le fait de jouer contre Zlatan ou Milan AC ou de jouer contre Lukaku, contre l'Inter, il va devenir bon. Non, je pense que faut qu'il y ait un suivi. Et est-ce que ce suivi-là est fait? Moi, j'ai pas l'impression, au vu de Lapalainen et de Okonkwo qui, malheureusement, comme tu dis, ont clairement stagné. Newton, ta lecture sur les jeunes. Mais moi, j'ai hâte de voir le fameux partnership avec voyons, le club argentin, là, San Lorenzo. On n'était pas censé avoir un partnership avec eux autres. Mais oui, il y aura un match amical pour offrir c'était plus que ça, là. C'était pas plus que ça, là. Il y avait de niquer. Le canal de communication sera ouvert tout le temps, les deux clubs, c'est ça. Ouais. Non, mais j'ai hâte de voir finalement la relation qu'on a avec Bologne produire quelque chose de tangible. Là. Je veux dire, là, ce qu'on a, c'est un club sœur. Un toi aussi, club sœur pour Bologne. Comment? Tu sais, moi non plus, je sais pas si on un club frère, sœur. Ouais, mais non, mais c'est parce que j'allais dire réserve, puis c'est pas vraiment ça, parce que tellement de gens le disent et se plaignent là-dessus. Mais il faut vraiment que ce partnership avec le Bologne produise quelque chose de tangible et de durable pour l'Impact de Montréal. Si éventuellement des gars qui sont pas assez bons pour la Serie A, mais qui sont bons pour la MLS, restent en MLS, comme Lassie Lapalainen, comme Orgy au Congo. Là, on voit cette utilité-là. Si jamais ces gars-là utilisent la plateforme de Bologne pour les temps morts, parce que la MLS, le temps mort est trop long par rapport aux autres ligues internationales pour du développement, un peu comme on a fait avec Pantemis, tant mieux. Mais à l'interne, moi, je trouve que rarement on voit des joueurs progresser même directement à l'Impact de Montréal. Je ne sais pas si c'est un problème d'encadrement. Est-ce que ce sera le gros mandat finalement de Thierry Henry? Est-ce que ici on s'entend un Baron rapide, genre comme Thierry Henry, il faut le garder même si l'Impact ne fait pas les séries? Ah ben oui. Et même que Thierry Henry devrait avoir un peu plus de temps. Il a besoin d'être encore plus entouré. Tu sais, quand il y avait eu des rumeurs, quand il est arrivé, là, il y avait un coach portugais.
Ouais, je me souviens plus de son nom qui avait été offert pour venir. Tu sais, il va falloir, on le sent, là, on sent que Thierry Henry a encore besoin d'une autre tête de foot. Est-ce que défensivement, il a besoin un peu plus d'aide pour gérer cette équipe-là? Ça reste à voir, mais oui, là, cette équipe a besoin d'outils au niveau du staff. Ok, donc. Joao Carlos Valado Traio. Oh, pas mal, pas mal. Ouais, brillant. Sauf, est-ce que tu as notre petite vidéo virale de la semaine pour Henri, le temps que tu ne trouves ça, je mets la table sur notre prochain sujet, donc je vais faire la transition. Est-ce que je pouvais ajouter un truc juste sur le truc de Bologne? Mais oui. Juste pour dire, c'est une perception? C'est une mise en contexte. C'est très important de se poser la question pour comprendre la relation avec Bologne, entre l'Impact Bologne, c'est que qui utilise qui comme un outil financier et qui utilise qui comme un outil de développement. Donc, je pense que ça va des deux côtés. Donc, mais est-ce que Bologne va vouloir voir l'Impact comme un club de transition pour une mini pépite qu'on va jamais trouver de la place dans son club, mais on ne va pas envoyer ailleurs en Serie A? La Palenne aurait pu être ça, mais la Palenne, c'est plus un projet qu'autre chose pour le moment. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent faire? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment, genre, ok, on va aider notre club sœur, notre club frère, whatever, neveu, et puis pour s'assurer qu'on puisse faire rouler la machine? Parce que n'oublie pas, Joao Saputo, il y avait des rumeurs qu'il voulait acheter un club belge. Donc, Joao Saputo, il est en mode d'expansion de son empire footballistique, là. Il y a aussi un aspect financier. Parce que New York City FC, le groupe Citizen n'a pas créé 10 clubs incluant le Man City FC par erreur. Il y a un aspect financier important pour avoir des capitaux un peu partout et aussi étendre leur réseau footballistique à travers ces clubs-là. Donc, ces différents joueurs vont aller différentes entités du groupe Citizen. La même chose pour l'Impact. Bologne, Impact, mais on faut voir la relation, elle est comment? Est-ce qu'elle est seulement financière ou aussi de développement par rapport aux attentes des deux clubs? Et ça, Après, la réponse à cette question, on va savoir. Non, juste pour conclure, parce que comme avec aussi le groupe Red Bull aussi, on a aussi cette situation-là. Il faut aussi tempérer les attentes, dans le sens que c'est pas non plus des vases communicants dans tous les sens entre ces clubs-là. Il y a sûrement des économies d'échelle, il y a comme des avantages de branding pour ces groupes-là, mais c'est pas comme si les joueurs se baladent tout le temps l'un ou l'autre, qu'il y ait des transferts entre amis, etc. Je pense qu'il faut un petit peu tempérer aussi ce côté-là de l'Europe. Parfois, ces partenariats-là vont concerner sur une année 1-2 joueurs, vont concerner parfois comme un directeur sportif ou un coach, mais c'est peut-être pas aussi fort que parfois l'imaginaire collectif croit que ces partenariats-là c'est pas une synergie, au-delà du logo. C'est pas une synergie fusionnelle, loin de là. C'est juste que, est-ce que les deux clubs sont d'accord? Est-ce qu'ils ont la même vision? Et ça, c'est important de savoir. Je dis ça parce que Renard, il est en Italie, donc il y a une connexion avec Sabatini. Tout ce que je dis, c'est que faire les bilans d'entre-saison, on va aller sur une caméra un peu isolée qui nous fait penser en fait à un sujet qu'on a envie de vous parler depuis quelques temps du côté du foot international, le fameux documentaire All or Nothing. Et là, en attendant, Sof va nous montrer une petite caméra isolée qui a cassé Internet d'ailleurs récemment, où je me souviens que le compte de la MLS est arrivé déjà à plus de 2 millions de vues sur cette séquence de Thierry Henry sur les lignes de côté durant le match New England Impact de Montréal. Donc on voit très bien la vidéo et tu pourras nous la faire rouler, Sof. Merci. Oh, il n'y a pas de son, dommage. C'est dommage, on n'a pas de son, malheureusement pour la vidéo. Non, il n'y a pas de son, sauf, mais peut-être que je vais le refaire sur Vine ou quoi que ce soit dans les options, mais c'est correct. Non, est-ce que on va le refaire. Ah, parfait. Alors comme on va pas rester en silence en attendant. C'est bon. Il n'y a pas de son. Il y avait du son. Il y avait du son. On était bien là. On est bien. Pourquoi qu'on ne fait pas sous-même? Mais pour qui ça va faire? Messon! Aidez! Moi, connais. Aidez, pas aider toi. Ah, mais non! Pas vite dire c'est votre l'autre monde. Ou virez le mauvais bois. Si vous te virez bon bois, on t'a pas tout joué qu'il a. Mais ce n'était là, Victor. Non! Pas fait fliquant, non? Mais ce n'était là. Chabit! Est-ce qu'on parle d'elle, frère?
Pas devant. Ça pas football, mais bagaille pas fait comme ça. Et monsieur, James, quittez ballon à Billy. Non, à terre. À terre. Soma est facile. Rommel. James 3. Merci. Arriba. Ah, l'emmerde. J'aime l'emmerde. Le crédit, sauf t'as le nom de la page Facebook qui a fait cette petite C'est perle. Movies in Creole sur Facebook. MOVIESINCREOL. Movies in Creole. Bon, mais merci beaucoup à moi personnellement, c'est Andy que je salue, un ami de l'émission, Andy Maï-Pressoir, qui m'a parlé de ça et qui me fait penser aussi genre comme aux belles heures de Kevin Raphaël qui nous faisait des présentateurs créoles pour le Canadien. Oups, j'ai dit Canadien, c'est la première fois en 5 mots, en 5 shows qu'on dit Canadien, c'est quand même pas mal. Hein? On a une subvention pour ça. C'est pas mal. Alors, Milton a quand même parlé du président, du directeur général tout à l'heure. On n'a rien dit, mais j'aimerais qu'on parle d'une autre série de vidéos qui a aussi beaucoup fait parler, le fameux All or Nothing, les séries produites par Amazon. Il y en a eu une qui est sortie en début de la rentrée sur les Spurs et leur post-saison finale de Ligue des Champions. Donc, on a eu l'occasion de regarder un petit peu ce documentaire en 10 ou 11 épisodes, si je ne m'abuse, qui nous plonge finalement dans une intimité édulcorée, un peu relation publique, des Spurs, et qui nous permet aussi, surtout, de voir le Special One, Mourinho, tout en action, qui débarque comme c'est un super personnage. Allez, voilà, premier épisode. après l'éviction de Pochettino. Donc, messieurs, ce fameux reportage. Donc, première question pour briser la glace. Est-ce que vous en aimeriez bien un All or Nothing, Impact de Montréal? Oh, wow. Bah, s'il est aussi ouvert que celui de Tottenham, oui. Hein? Est-ce qu'on appelle Rémi Garde pour qu'il autorise la vidéo que Canal Plus a faite? Parce qu'ils en ont un Canal Plus, All of Nothing. Que Rémi Garde refuse de. Moi, je paierais $50 ou $100 pour voir cette vidéo-là. Mais presque toutes les équipes, c'est comme ça. Je veux dire, la prochaine chose que le sport professionnel doit trouver, là, tu sais, il y a le jour du match, il y a tout le restant de la semaine. Il y a les équipes sportives ont du contenu gold entre leurs mains. Ils pourraient faire tellement d'argent encore avec la journée complète. Je veux dire, on le voit, ces matchs. La NFL le fait très bien. Ils font des vlogs. C'est d'ailleurs une commande de la NFL. Genre, j'aimerais que tu en parles, Sof. C'est une commande de la NFL qui est partenaire des Spurs. Partenaire, oui, parlant des Spurs, dont le stade accueille des matchs de la NFL dans l'idée d'une expansion un petit peu européenne. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cet outil de communication, de ce nouveau marketing de la part des clubs sportifs? Ils veulent créer leur propre télé-réalité pour vraiment engager leurs fans. Parce qu'à la fin, oui, les droits télé, c'est déjà acquis pour ces grosses ligues qui ont beaucoup d'argent, ou les clubs aussi, la méga riche, NFL, Premier League, etc., ceux qui décident de le faire. Mais ils veulent vraiment les attirer dans leur écosystème. Parce que les Man U TV, les Man City TV, ils sont pas là par hasard. Ils veulent créer leur propre contenu, ils ont même leur propre exclusif, on trouve avec leur propre coach, c'est un nouveau concept là, exclu avec Jürgen Klopp, c'est bien. Le gars n'a pas le choix, là, il est payé par le club donc il est obligé. Et puis il crée un écosystème qui compétitionne pour le supporter. Parce que j'ai vraiment besoin d'écouter de voir le contenu de Sky Sport ou de TF1 ou de Canal+, whatever, alors que mon club m'offre un Inside, Snapchat, Instagram, vlog, YouTube sans arrêt, podcast. Alors moi, je suis des clubs NFL juste pour leur contenu YouTube, là. Par exemple, les Cleveland Browns, ils ont leur propre émission à la radio, live stream 2 fois par jour, les vlogs, les joueurs, les entrevues, les conférences de presse,
Ça n'arrête pas. Donc, tu n'es même pas obligé de voir de FN Network ou ESPN. Tu peux juste regarder le YouTube de ton club et tu es informé à 100%. Donc, ce concept-là, je le trouve assez hallucinant parce que, et moi, c'est ma supposition. C'est pour que tu engages tes supporters dans ton écosystème et tu as plein de sponsors. Hein. Moi, j'en ai vu des sponsors sur ces vidéos-là. Et c'est des clubs qui font de l'argent. C'est des clubs qui valent, la NFL, ça vaut des milliards de dollars. Et Tottenham aussi. Relations publiques. Exactement. Tu parlais des supporters, hein, comme je vais aller justement à l'opposé du spectre avec Reg, qui vraiment, il y a vraiment une torture que je l'ai imposée, c'est de voir 11 épisodes sur Tottenham. Qu'est-ce que tu en penses, Reg? Vraiment, moi, ton avis m'intéresse sur comment finalement toi tu vois ce type de produit et particulièrement par rapport au fait que ce soit les Spurs. Ben, déjà, il y a un truc que j'ai vraiment noté, c'est que Harry Kane n'a vraiment pas de charisme, parce que ses discours d'avant-match, c'est catastrophique. On est d'accord? Ok, bon. Non, mais j'ai compris pourquoi Harry Kane n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Il a le charisme d'une huître. C'est fou. Parce que dès qu'il se met à parler, j'ai fait ah, c'est pour ça. Il est tellement plat, ce gars-là. C'était un mystère, en fait. Je me suis dit, attends, mais genre comme c'est un top buteur en Angleterre où il overhype n'importe qui pour n'importe quoi. Je me suis dit, il doit manquer un petit truc. Et en fait, ouais, t'as zéro charisme. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc on l'a pas eu pendant longtemps vu qu'il a été blessé, évidemment. Donc les speeches étaient faits par d'autres gens. C'était très impact de Montréal, hein, quand même, leur saison avec les blessures. Hein. Ouais, vraiment. Waouh. Il y avait vraiment mais à chaque fois, il y avait un mec qui était blessé. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, et ça va pas être possible avec tous les clubs, c'est que, Tottenham déjà est l'équipe qui a le stade le plus récent, donc ils étaient vraiment à la fine pointe. Ouais. Donc là, tu avais des images et une qualité les infrastructures, t'es comme waouh, ce truc-là est incroyable. C'est sérieux là, c'est vraiment. Et le deuxième truc, c'est que le fait que Daniel Levy soit un propriétaire en fait, que ça soit un gars et qui soit emblématique, rend le truc, je trouve, vraiment bien. Alors tu vois, comme Arsenal, t'as quand même plusieurs personnes à qui ça appartiennent. Exactement. Et même celui de Man City, qui est un All of Nothing non plus, tu as un chairman, et après tu as c'est pas un prince City, c'est qui encore j'ai oublié, c'est le propriétaire de City, t'avais le chairman, puis t'avais un autre gars, bref. Et tout ça pour dire que le fait que Tottenham avait limite l'air d'un club familial, tu vois, mais dans l'ère moderne. Très bon point, Red. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça vraiment cool de vivre ça parce que c'est un gars qui, tu vois, il était pas très bon à l'école et puis bref, comment il s'est rendu là. Tu sais quoi, genre, comme c'est un pari que je voulais prendre, mais je me suis vraiment dit, Red, je sais que je te fais chier avec cette demande-là, mais tu vas voir, ça va te plaire. J'ai pas osé te dire ça va te plaire parce que je savais que là, je t'aurais sûrement voilà, je t'aurais perdu. Tu m'aurais dit impossible, mais tu m'as dit pour l'émission je le ferai. Mais pour moi le personnage central c'est Mourinho et Nilton. Genre comme quand j'ai réalisé que tu l'avais même pas encore vu quand j'en avais parlé il y a peut-être 2 semaines, je me suis dit attends, c'est pas possible. Nilton, toi, il faut que tu le regardes. Je regarde le mou. Mais moi, la première chose qui m'a étonné, c'est quand Eric Dyer a parlé en portugais à Mourinho. Ouais, ça c'était un moment là. Wow. J'ai fait, wow. C'est vrai, il a joué au Sporting, mais moi je pensais qu'il était juste de passage. Je veux dire, non, il a fait l'académie et tout là. C'est incroyable comment que les joueurs de foot s'imprègnent de la culture d'où aussi. C'est magique. C'est magique. C'est ce qui me fait toujours retomber en amour avec ce sport-là. C'est comment les gars, oui, c'est des mercenaires, mais le temps qu'ils sont dans le club, c'est un gars de la ville. Ça imprègne vraiment de la culture. Ouais. Respect. Et j'ai compris pourquoi j'aime Mourinho et que beaucoup détestent Mourinho. Mourinho, quand il parle en portugais avec ses assistants, c'est une autre personne. C'est vraiment une autre personne. C'est le vrai Mourinho. C'est le real one. Quand il se promène avec son assistant, le jeune qui vit Sacramento, j'adore ce gars-là. Je vois Sacramento. C'est le personnage, lui. Regarde, il y a Breaking Bad, puis il y a Better Call Saul. Moi, je veux Better Call Sacramento. C'est ce que je veux. Mais je te dis, quand ils se parlent, là, ces deux potes, là, ils parlent des blessés, tout ça, là. C'est vraiment calme, tout ça. Puis c'est vraiment l'oncle qui parle à son neveu, puis dit, tu sais quoi, là?
Il y a telle affaire qui vient de planter dans ma famille. C'est tranquille, c'est tout ça. C'est un autre personnage totalement différent. Puis, mais oui, là, ce documentaire-là est génial pour surtout des grosses personnalités de même. Surtout, exactement, je rejoins. Excuse-moi, Sophie, vas-y. Et juste pour comparer aux autres que j'ai vu sur Netflix, c'est des purs pillards. Là. Celui de la Juve, après 3 épisodes, j'ai arrêté. C'est pas la même chose. Exactement. Mais c'est un infopub, là. Exactement. Celui de la Juve de Netflix, j'ai arrêté après 3 épisodes. C'est bon, je reprends rien. T'es rendu 3? Non, mais c'est la Juve. On revient sur celui des Spurs. Il y a assez de matériel mais c'est pour faire le contraste. C'est important, c'est pour faire le contraste. Celui du Barça, c'est une catastrophe après 30 minutes. Pour dire All or Nothing, qui a commencé All or Nothing avec les équipes NFL, d'où la connexion avec la NFL, parce que ça commençait avec les Arizona Cardinals, puis les Eagles, etc. C'est la compétition à Hard Knocks de HBO. Nice. Donc c'est pourquoi la NFL, c'est la télé-réalité. C'est pourquoi c'est important, je parle de la NFL, parce qu'eux, ils font de la télé-réalité. Il y a des scénarios qui simulent, mais aussi c'est la réalité, ils le montrent. Donc, et ça, c'est la transparence de la ligue qui veut vendre un produit à leurs fans. Et l'IPL a tout le temps copié le modèle de la NFL quand ils ont été créés dans les années 90, parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et c'est pourquoi ce documentaire est une sorte de produit final sur le laboratoire médiatique que Tottenham en fait partie, et c'est très bien fait. Attends, Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, Jean, comme c'est que d'ailleurs ça s'inscrit en fait dans une grande tendance aussi de ces compagnies comme Amazon ou comme Facebook qui veulent rentrer dans le football. On voit de plus en plus. On voit même sur Twitter, on voit aussi parfois même des matchs, quand c'est des matchs amicaux, on voit des lives de matchs. Donc c'est intéressant de voir aussi comme cette tendance-là, et effectivement avec le modèle de la NFL particulièrement. Donc moi il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans ce reportage. Il y a quand même, on va pas se cacher, la pandémie vue au travers d'un club sportif de l'intérieur. Je trouve ça vraiment fascinant justement de voir comme les différents impacts. On a aussi l'arrivée d'un joueur, j'oublie le nom du petit Hollandais là, Reg. Berdwin, Sam Berdwin. Donc genre comme c'est des petits trucs comme ça quand on prend pour acquis, on voit les parents qui ont les yeux qui brillent devant la maison. On nous parle de quartiers où généralement les joueurs se trouvent. C'est toujours des petites choses comme ça qui sont très très intéressants. Il y a quand même pas mal de mises au vert. On voit aussi que Mourinho. Tout mon amour avec des joueurs. C'est Harry Winks, je l'adore. C'est marrant. C'est vrai que je trouve que là où moi, si vraiment il y a un club qui me passe par-dessus la tête, c'est vraiment bien Tottenham. Et après le reportage, quand je regarde les matchs sur DAZN, je les regarde avec un œil différent. T'imagines le vestiaire après. Exactement. On arrive dans quelque chose de très. Et là, je me dis. Attends, mais pourquoi je ressens un truc pour cette équipe? Parce que c'est quand même une équipe avec beaucoup de joueurs qui sont pas lambda, mais il n'y a pas de joueurs avec des fortes personnalités, tu vois. Un mec comme Son, mais lui, un gars comme il est incroyable, Son. Mais il a attachant et de fou, de fou. J'ai envie de le prendre dans tes bras, de fou. Et là, je me suis rendu compte que je dis mais quel produit marketing incroyable. Je me dis vraiment. Et puis genre comme donc là tu parlais de Son, donc comme on a aussi des embrouilles comme celle entre Lloris et Son, de voir finalement c'était quoi la suite, parce qu'on a nous-mêmes on été très très branchés sur tout ça, on n'a pas vu la suite de comment ça se passe dans un couloir. On voit aussi ces relations de vestiaire, le vestiaire qui est un endroit quand même qui reste sacré, parce que même si on a l'impression en 2020 qu'on sait tout ce qui se passe, on le voit. Je trouve que moi l'embrouille entre Dyer et Dele Alli. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Parce que c'est comme c'est le genre d'embrouille que Reg et moi on pouvait avoir. Vraiment. On a été comme le joueur plus, je sais pas, genre comme moi je suis derrière, je suis aux cuisines, et puis on a notre star, tu vois. Mais c'est vrai que généralement ce type de colère-là, qui sont un peu plus expressifs, ce sont des colères un peu d'attaquants. Tu sais, c'est comme, j'en fais un peu plus, parce que tu vois, je suis attaquant, tu vois. Et à côté, on a le mec, mais arrête, tu nous saoules à faire ça, en fait. C'est-à-dire que, à faire celui qui est le plus fâché que les autres, tu vois. Mais c'est fascinant. C'est un documentaire qui veut humaniser ces superstars à tes yeux pour les ramener à ton niveau et pour que tu t'attaches à eux. Parce que moi, exactement. De tous les stades anglais, je veux aller au stade des Spurs. Je veux Chelsea, Arsenal, je m'en fous, Trafford. Moi, je vais aller. Ils sont très très beaux, les autres aussi. Ils sont très très beaux. Mais en termes de visuel, comment ils m'ont vendu ça, c'est un beau stade, il est super beau, le truc qui bouge. Il est à la fine pointe, leur stade aussi. Oui, il est en plein milieu de la ville. Il a juste 4 ans aussi, c'est un stade magnifique. Mais ils font un travail de vente. C'est ça oui, tout à fait. Non, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le côté relations publiques, et ça, comme tu as bien fait de le rappeler.
la scène où il monte avec Daniel Lévy, c'est ça, c'est bien ça son nom. Donc bon, c'était pas nécessaire, mais bon, ça montrait et même les scènes où on voit le défenseur belge aller faire un peu de communautaire. Voilà, donc c'est aussi c'est quand même une opération PR. C'est dommage que Julien soit pas là parce que Julien n'aime vraiment pas le coach Mourinho et il n'a pas vu le documentaire. Mais est-ce que vous avez un peu changé votre perception de Mourinho coach humainement? Je sais que comme on sait qu'il y a toujours la différence entre l'humain et ce que les médias en rapportent, même si son passage dans les médias anglais avait un peu changé son image quand même. Mais Mourinho coach, moi par exemple quand il te parle d'une action de Pogba et que au match suivant ils prennent le but de la même façon qu'il avait dit que regardez, il va rentrer Pogba, s'il n'est pas cadré, il va chercher comme ça la profondeur en diagonale et tu fais comme ok, wow, but, pareil. Est-ce que le Mourinho coach, vous, ça vous a un peu changé votre perception de lui ou pas du tout? J'aurais voulu apprendre plus sur lui bien avant parce qu'honnêtement, à part le côté rah qu'on sait que Mourinho c'est rah surtout avec le Real, genre lui c'est par opposition et par agressivité, j'aurais bien voulu l'entendre dire à 10 ans, moi j'entraîne pas des joueurs, j'entraîne des équipes. Il a dit ça au documentaire. C'est ça que je voulais apprendre à 10 ans. Peut-être il l'a dit, mais à ce moment-là, peut-être que j'écoutais pas, mais je voulais vraiment apprendre sur là. Puis même, il a montré que tactiquement, il n'est pas besoin de faire le truc de Guardiola super compliqué ou comme Bielsa. Lui, il a un style très spécifique. Puis à travers toute la docu-série, je ne sais pas si c'est planifié, mais on a vu toutes les facettes de Mourinho. Le Mourinho Porto, on avait un peu qui ressortait. Après, tu avais le Mourinho à ses différentes phases, puis tu avais le Mourinho un peu plus vieux, un peu plus sage, mais à ce moment où il s'énervait, il était encore mou. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vu l'évolution de Mourinho à travers tous ces épisodes, de son historique, de quand il a commencé jusqu'à maintenant. J'ai aimé voir cette évolution de son personnage-là, parce que moi, je trouve ça super hallucinant. Toi, Nilton? Non, vas-y, Nit. Non, vas-y, moi, c'est un côté où, pour surfer sur ce que vient de dire Sof, c'est que malheureusement, je trouve on va beaucoup retenir le rah-rah-rah de Mourinho, alors que c'est un fin tacticien. Puis je trouve que vers la fin, c'est devenu juste une caricature de lui-même. C'est ça que je trouvais à un moment. À un moment, tu sais, quand il rentre dans la conférence de presse là avec Manu, puis il dit three Premiership, me, the rest one. Il est out, il est plus là en fait. Il est plus là, mais il arrive il a retourné le cerveau des gens, tu vois, parce que et je trouve il a beaucoup trop mis d'emphase sur comme ça et on a oublié que c'est un fin tacticien quoi. Ce qu'il fait avec Porto, cette épopée-là, on allait avec Sofiane et Ludo, on allait au Champs regarder les matchs, genre c'était comme ce qu'il fait avec Porto, elle est incroyable cette épopée-là. Ça devient la sélection portugaise après. Elle est basée là-dessus. Et c'est pas des cracks là, il y a des très bons joueurs, mais ce qu'il fait avec des Maniche, des Costinha, des gars que tu dis yo, il fait des trucs, il les a tous rendus stars ces gars-là là. Mais la grosse dans la tête. Moi, c'est ma scène. Genre, vraiment, si t'es capable de le montrer, sauf, moi, c'est cette scène-là, je pleure. Mais même là encore, J'ai tellement vu ça souvent dans mes sous-sols portugais. Là, ah ouais? C'était énorme. Oh mon Dieu. Mais pour compléter, moi, ce que je trouve, ce qui s'est passé avec Mourinho, c'est qu'il y a eu la couverture des tabloïds anglais. Ah oui. Ce n'est que ça qu'on a. On a le droit à que ça parce qu'il est passé par ça. Mais avant l'Angleterre, il y a eu un Mourinho qui était reconnu pour d'autres choses que son spectacle de conférence de presse. Le Mourinho de couverture portugaise, on ne parle pas juste de la conférence de presse. C'est même pas important, là. Allez voir des entrevues d'anciens joueurs de Mourinho. Il parle, ce gars-là, là, tu disais tantôt, là, quand il parlait de Pogba, il est reconnu pour prédire ce qui va se passer dans le match et ça devient un outil psychologique hyper important. À l'époque, il était à Porto, il disait, pour préparer contre les derbies, contre Benfica, il disait, l'arbitre, il va être contre nous. On va prendre les devants. Et à la 60e minute, à 70e minute, on va se prendre un rouge. Donc, à partir de jeudi, on se pratique à 10.
Et là, il arrive le match. C'est ça qui arrive. Les gars, puis je pense que c'est Nuno Espirito Santo qui le raconte. Le coach de Wolves, là, maintenant. Là. Ouais, exact. Je pense que c'est lui. Mourinho, ouais. Je pense que c'est lui qui raconte ça. Il dit, moi, il était même pas gardien, il était substitut à l'époque. Il dit, quand on a pris un rouge, on est devenu boosté. On dit, shit! Il n'y a rien qui peut nous arriver. Le coach sait déjà ce qui va arriver. Il nous a tout préparé. Tu sais, c'est le gars. La tactique, c'est pas juste le terrain, c'est le mental. Tout à fait. Genre, comme une autre scène que comme j'aimerais un peu en parler, c'est la discussion qu'il a avec Dele Alli. Ah ouais. Mais je pense que même dès le début, là, dès sa première relation. Là. Il s'est jamais fait parler comme ça de toute sa vie. Non, mais ça, c'est sûr. Puis il a réussi, puis je trouve que c'est un truc que... Puis ça, on lui donne aussi, mais il arrive à soutirer le meilleur de... En fait, c'est le rapport qu'il a. Même quand il taille Serge Aurier, il a le charisme pour le faire. C'est pas tous les coachs qui peuvent faire ça, en fait. Puis comme il dit Neil, c'est vrai, à son premier entraînement. You're fucking lazy. Ouais. Il dit, you're lazy, you don't run. Hein? Toi, t'aimes pas courir. Hein, toi. T'aimes bien jouer au foot, mais t'aimes pas trop courir. Direct, premier entraînement. Ouais. Et là, les gars, c'est clair, ils arrivent dans le vestiaire, ils sont comme... Ah ouais, l'ère Mourinho est commencé, tu vois, ils sont en mode, ok, bon, c'est pas un mythe, ce gars-là, tu sais, c'est vraiment une personnalité, tu vois. Super intéressant parce que, justement, l'arrivée des joueurs, et c'est là aussi que tu vois que ce côté du niveau du coach, quand Mourinho arrive et qu'on voit les joueurs dans la cantine et qu'ils se disent, attends, il y a Mourinho qui, ouais, regarde mon téléphone, genre, comme j'ai plein de mentions, etc. Ouais. Et tu te dis, mais attends, mais waouh, il y a quand même ces interactions-là. Et que aussi, pareil, quand eux-mêmes, lorsqu'ils parlent des transferts, lorsque je pense que c'est Eriksson qui dit pourquoi maintenant il faut absolument qu'il y ait des transferts durant l'entre-saison, on dirait que les clubs sont jamais satisfaits, les transferts ça devient la folie. Là, il te dit, un qui dit c'est la faute de Neymar, et là tu te dis mais c'est drôle parce qu'ils sont dans un écosystème, ils ont parfaitement de conscience de leur propre écosystème où ils vont te dire des choses qui sont j'ai trouvé il y a beaucoup de micro-scènes qui sont très intéressantes j'aurais aimé peut-être un peu plus de Pochettino, je trouve que comme il aurait peut-être mérité, mais bon, parce que sérieux c'est un documentaire relations publiques là. Ce qu'il apporte dans cette équipe, c'est incroyable. Ce mec-là, le travail qu'il a fait dans les 4 ans qu'il était là, c'est dinguissime ce qu'il a fait comme travail. C'est un coach, honnêtement, un autre disciple de Bielsa, Pochettino. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé une partie Pochettino un peu plus longue, tu vois. Ça aurait été cool. Ouais, j'aurais aimé comme que Lévy aille jusqu'au bout de sa transparence et qu'il lui donne un petit peu comme un peu sa version des faits. Donc c'était assez peut-être un des regrets du début, mais rapidement. Après tu rentres vite dans le show de mou, donc après tu oublies vite qu'il n'y a pas. Puis comme il dit Neil, c'est l'interaction, mais le Sacramento là, il est allé le prendre à Lille, hein. Il l'a volé, il l'a volé littéralement. Il arrive à Tottenham, il a dit. Toi, tu viens bosser avec moi. Et il s'est barré direct. Il a pris l'Eurostar, il s'est barré direct. Genre. Mais c'est ce qu'il a fait pendant qu'il n'y avait pas de travail. Il parcourait les clubs pour construire son nouveau staff. Là. Il s'en foutait où il s'en allait. Là. Lui, il allait voir qu'est-ce qu'il allait chercher comme staff pour se réinventer. Là. Parce que lui, il est fort. Hein. Il parle plusieurs langues en plus. Il parle en français à Aurier. Aurier lui pose une question. Il est comme, ouais, mais si il va derrière moi, je fais comment? Mais oui, mais c'est vrai que soit ce vestiaire il y a aussi la discussion avec Dombele. On a un autre aspect sur l'intégration d'un joueur où à un moment donné, Lévy dit attends, il faut qu'on trouve une solution parce que moi, je l'ai payé très cher, lui. Hein. Donc, et tu vois, tout d'un coup, on amène le traducteur et dit oh là là. On amène et puis voilà, donc la fraternité entre des joueurs, justement entre le clan des Français, là, Dombele, français, de ceux qui ont grandi dans la région parisienne, Sissoko, Dombele et Aurier. Donc c'est drôle des joueurs qui, je pense que c'est Vertonghen et l'autre belge, c'est qui, Reg? Adel Warel. Ouais, donc les deux qui te parlent, qui finalement, ça fait. Ils ont grandi ensemble. Ouais, c'est voilà. Donc, ils ont 5 ans, c'est fou. Man. On a aussi la perspective du deuxième gardien. C'est aussi parfois c'est rare qu'on mette du spotlight sur le deuxième gardien. Donc ouais, t'es deuxième gardien, t'as une chance, tu la fous en l'air. Bon après, il finit par partir avec une montre. mais c'est le troisième gardien. Il a annoncé sa retraite. Michel Wong. Donc, je sais pas, genre comme et puis peut-être qu'aussi le fait que justement on voit le contraste, hein, comme
Bon. C'est vraiment ça. On se créerait à Shop là, sur Marie-Rosemont. On dirait, alors, Ginette puis Roger, 25 ans de service, là, tout le monde est à la table, puis bravo pour la montre. Merci. Pour la montre. Et donc voilà, tantôt je parlais de la pandémie, mais c'est vrai que vivre la pandémie de la perspective de propriétaire de club, on voit que Lévy il est en train de dire attends, non, mais les matchs à huis clos, là, il loue mon argent de billetterie et de pousser pour que les matchs reprennent. Il a un nouveau stade, c'est sûr qu'il pensait à ça. Mais c'est vrai ça, qu'on voit tout. On voit tout. Puis même, comme tu dis, je trouve aussi, vive aussi Eriksson. C'est fascinant, Eriksson. On parle d'un mec qui est dans le club depuis longtemps. Il manifeste clairement le désir de se barrer. C'est un joueur star. Tu vis le transfert. Le gars, il va dans le bureau, il est comme ça. Il dit bon, tu veux te barrer? Ouais, je veux me barrer. C'est fou, man. Tu vis comme tous les trucs. C'est bien. Mais les boys, imaginez pour faire un lien avec notre club, là, si on était capable de créer la même chose avec l'Impact de Montréal, c'est un coup marketing génial. Tout fan sportif écouterait un truc comme ça. Là, pas aseptisé, là, vraiment hardcore. Là, ça pourrait. On pourrait gagner 25 ans de culture de ce club-là en une saison. Et l'Impact, ça m'a prouvé que l'Impact, ça s'écrirait tout seul. C'est vrai. Juste à mettre des caméras et des micros, le reste va venir tout seul. Juste, il faut trouver des bons éditeurs, là, des bons coupeurs de montage, des bons monteurs là, de vidéos, puis ça va se faire tout seul. Mais malheureusement, ce club a peur du négatif. Ça se voit là, dès qu'on souffle, le vent va du mauvais côté, il se cache. Ça, le problème avec l'Impact, ils n'auront jamais le courage de le faire. Mais ils n'ont pas déjà fait des trucs. Oui, il y a un truc avec l'académie. C'est l'académie, il me semble. La première saison, il y avait un truc avec l'académie, puis à l'époque où il y avait Vidéotron, là, ouais. C'était un truc Vidéotron. Ouais, avec Philippe, puis on voyait les jeunes. Là, ben c'est vrai, on voyait des discours de Philippe, du coup, et c'était la seule partie un peu intense. Un aspect que je ne sais pas amené, c'est celui du rapport avec les médias. Sauf, est-ce que tu as été surpris de la proximité en fait avec les médias de Mourinho? Moi, j'ai l'impression que je sais pas trop si c'était des. Enfin, j'étais assez impressionné justement du fait que. Mais moi, je pense que c'est un peu ce que disait Nilton. On vend une très sale image de Mourinho, même si lui aime contrôler le message des médias. Mais lui, il vient à Tottenham pour la rédemption. Il sait que ça, c'est ma chance pour que vraiment je finisse bien mon chapitre en Angleterre si jamais Tottenham est son dernier club en Angleterre. Parce que lui, au début, il est calme, hein, il est gentil, il est cheveux grisonnants, il est souriant et tout. Et voilà, il évolue rapidement à l'ancien Mourinho, mais avec les médias, il reste quand même assez calme parce qu'il a appris la leçon. Puis il veut pas du tout rater son goût avec Tottenham. Mais c'est un côté très méditerranéen. Moi, je le vois là, c'est mon oncle Jamel, c'est ton tonton Joao, voilà, genre, il te parle, il te tutoie, il te connaît, puis, tu le vois, c'est très méditerranéen, c'est très tactique de lui, c'est du mind control quasiment. Et il est obligé de faire ça pour gérer le message, pour au moins protéger ses joueurs, parce que quand il a commencé à Man United, il n'y avait pas de Twitter comme maintenant, là. Donc, c'est très différent comment l'information se diffusait. Donc, c'est lui, il contrôle le message différemment, il sait qu'il ne veut pas tout contrôler, mais il contrôle le message du club, puis il est lui là, il faut lui donner une chose, il est comment dire, c'est quoi le mot que je cherche là? Il aime son club. Il protège son club. Il est loyal. Il est loyal envers son club. Non, ça, il est loyal partout où il va. Oui, c'est vrai qu'il est. Après, il va dans beaucoup d'endroits, mais. Oui, mais ça prouve que c'est un vrai professionnel. Alors que je pense que les gens l'appellent faussement un mercenaire. Pour moi, c'est un professionnel. Un mercenaire, c'est différent. Lui, c'est un vrai professionnel. Il fait son travail. Man United, je pense que c'était un bordel au-delà de lui là. Mais je trouve qu'avec Tottenham, comment il est présenté, parce que c'est aussi un PR pour lui là, c'est important lui, le PR qu'il a pour ce papa. Mais c'est l'impression que les médias, c'est très tonton là, puis j'aime beaucoup ça. Moi, je suis très impressionné par ça. Bon, mais ça fait le tour d'un documentaire qu'on peut recommander en fait. Pas besoin d'être fan des Spurs pour regarder ça. Je pense que même pas forcément besoin d'être fan de foot d'ailleurs, comme pour regarder ce documentaire. Je trouve que c'est quelque chose qui se regarde bien. Donc une lorgnette dans la vie d'un club que vous allez voir de différentes facettes. Donc assez gros pour que ce soit intéressant avec de l'enjeu, mais assez petit justement pour que le côté familial permette aussi comme d'autres relations. Donc messieurs, merci beaucoup. Après un bon 1h50 d'analyse et de débat, on
on passe encore une fois le salut à Julien qui nous a beaucoup manqué aujourd'hui. Et on vous invite tous à liker, partager, commenter. On aimerait vraiment que chacun d'entre vous, si vous appréciez le contenu, si vous appréciez notre dynamique, nos analyses, nos fous rires, que vous en parlez à quelqu'un. Simplement, comme ayez chacun la mission d'être ambassadeur du Cannes Football Club. On remercie la Forge du Malte aussi pour son soutien depuis le début. Messieurs, on vous se dit à la semaine prochaine avec la fameuse réponse à la question qui tue. Est-ce que l'Impact fait ou pas les séries? On le saura la prochaine fois qu'on enregistrera tous ensemble. Donc, merci beaucoup. Yes, merci à toi. Merci beaucoup tout le monde. C'était super. Puis merci à tous nos patrons encore. Ciao, ciao. Ciao l'équipe. Et João, três meses. I'm fucked up. My dog is dead. Ah là là. Ciao. Morino, ciao tout le monde.